Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. Vous écoutez Le Thé Noir, le podcast pour les femmes sans filtre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très lourd. Donc on vous prévient tout de suite si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible de ne peut-être pas écouter cet épisode et on se donne rendez-vous la prochaine fois puisque nous allons parler des violences faites aux femmes et tout type de violences faites aux femmes, de petits tons qui montent jusqu'au féminicide. Donc c'est votre moment de quitter cet épisode si vous savez que vous n'allez pas supporter cette conversation. Et pour les autres, on se dit à tout de suite dans cet épisode. Bonne écoute. Ndaya, comment ça va ? Ouais. Et toi ? Voilà. C'est pareil, je pense que l'humeur est à la hauteur du ton de l'épisode. Ouais. L'hiver, je suis là, je suis avec mon café et avec ma bouillotte et tout. Franchement, on est là, hein. On est encore là. On est encore debout. Écoute, donc tu bois un café. Oui, un café, c'est comme ça. d'hab. Et toi ? Eh bien, moi je bois un thé vert mûr et myrtille avec une très bonne dose très grosse dose de miel, miel des acacias s'il vous plaît. Cool. Pour réchauffer un petit peu ma gorge parce que je sors d'une petite semaine où j'ai tout sauté, j'ai l'impression que j'ai toujours un petit grain qui veut pas passer. Ouais. Donc je continue de boire mon miel et comme disait ma grand-mère, il faut toujours consommer beaucoup de miel parce que ça rend intelligent. Voilà. Et toi, t'es le genre de nana qui prend pas du miel, genre des mélanges de miel. Elle dit non, moi je veux le miel de la ruche qui est localisable, etc. Je prends pas n'importe quel miel. Écoute, je pense que mes connaissances en miel sont assez limitées et je pense que je devrais les développer. Ah ouais ? Parce que je crois que... Non mais j'ai vu un autre truc, un miel de... Je sais plus, j'ai oublié le nom. Attends, l'épisode précédent, je me suis rendu compte. t'étais en train de devenir connoisseur de café. L'épisode d'avant, t'étais connoisseur de thé. Cette fois-ci, oui, bien sûr. Et cette fois-ci, c'est le miel. Écoute, incroyable. On dit qu'une fois, écoute, mon objectif dans la vie, c'est d'être omnisciente sur certains sujets. Et c'est tellement toi, ça. C'est tellement toi ce que tu viens de dire. Non, mais tout s'imbrique. Regarde, si je m'y connais bien en miel quand je prépare. Et miel, ça s'harmonise avec le thé, mais même quand je prépare certains arômes, certaines sauces pour relever, etc. En fait, ça se répand dans tous les aspects de ma vie que j'aime. De toute façon, tu te rappelles, dans mes passions, on va je dire. sais plus c'est dans quelle émission on avait vu un gars qui était œnologue et on était là, mais genre limite on était en chaleur. Le gars il goûtait un vin et il disait alors ouais j'ai des notes de ça me donne telle région. On disait mais c'est pas un truc de dingue ça, c'est pas trop stylé d'être un expert comme ça. Franchement je te comprends. Mais exactement. Non, c'est magnifique. Exactement. Donc c'est tout ça. En fait, comme je dis, omniscience dans tous les domaines qui font partie de mes passions. Donc dans la bouffe là, tout ce que j'aime, je vais aller tout savoir. Même moi qui n'aime pas le lait, qui n'aime pas le fromage, je vais quand même goûter. Pour dire, et si je mélange ce fromage là dans une salade avec des noix comme ça, mais je prends pas la laitue comme ça, je prends peut-être de la roquette parce qu'il y a un côté piquant. Et à côté je mets une bouteille de... Tu vois ? C'est ça. D'ailleurs, en parlant de bouteilles, c'est la saison du vin chaud, Néné. J'ai commencé juste hier. Hier, j'étais trop heureuse. J'ai dit, mon petit verre de vin chaud. J'ai pris ça cosy, posé devant le radiateur. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit vraiment, si on doit passer en dessous de la barre des 0 degrés aussitôt, il faut qu'il y ait des petites choses positives dans tout ça. Non, mais... C'est ça. Et en plus de ça, c'est le moment d'allumer la cheminée, etc. J'ai la chance d'avoir une cheminée. Grave. Et je pense que je ne l'ai pas faite ramoner assez tôt. Donc là, c'est, tu sais, la dernière ligne droite pour faire ramoner la cheminée, pour pouvoir avoir un petit feu, tu vois. J'ai besoin d'un Noël, de film de Noël qui passe à 13h, 15 ou 14h. C'est ça que j'ai besoin là, pour réchauffer mon âme. Parce que... Non mais c'est trop marrant ce que tu dis parce que j'ai réalisé justement, et c'est dans le thème de l'épisode, que plus tu grandis, plus tu t'investis dans la vie adulte et plus tu côtoies les hommes, plus tu relationnes avec eux, surtout en tant que femme attirée par les hommes, et moins les téléfilms en fait te parlent autant, quoi. Vraiment, je me rends compte que sur
sur toutes ces programmations audiovisuelles, on nous a beaucoup vendu un rêve, vraiment une exception, une rareté qu'on voit rarement dans nos vies, en fait, qu'on voit vraiment rarement dans nos vies. Donc limite, je me dis, mais en fait, là, à mon grand âge, si je regarde un téléfilm comme ça, peut-être que je vais le regarder en jetant mes babouches à la télé, peut-être que je vais commencer à insulter la dame, je vais lui dire, mais pourquoi tu retournes alors que Bradley, il t'avait dit qu'il allait pas faire ça et il l'a fait. Tu sais, il y a toujours ce moment où il y a une sorte de fausse péripétie dans le film, où le gars trahit la dame. On apprend que, je sais pas, il avait dit qu'il était riche, il n'est pas riche, ou alors il a dit qu'il était pauvre et en fait il est riche, gna, gna. Et la fille elle remet tout en question. Est-ce que je devrais le pardonner, gna, gna. Non, tu devrais pas. Je devrais fuir. Et elle va revenir. Elle va revenir. Écoute, puisque tu parles de ça, et c'est un certain type de violence. Je sais pas si tu as regardé sur TikTok, ça a beaucoup tourné, The Danish Deception. Non, j'en ai entendu beaucoup parler, mais vas-y, tu peux me spoiler, tu peux tout si tu as regardé. Bon, alors, au moment où on enregistre cet épisode, on va faire l'intro et puis on va continuer sur Danish Deception et puis on va aller vers des choses de plus en plus graves parce que c'est une certaine forme de violence qui est moins importante qu'un féminicide à mes yeux. Donc, en intro, au moment où on enregistre cet épisode, depuis le 1er janvier 2025, il y a eu 152 féminicides, ce qui correspond à un féminicide tous les 2 jours et demi à peu près, un peu moins de tous les 2 jours et demi. Sachant que récemment, là, on a eu une journée bien sombre où il y a eu 4 féminicides dans les mêmes 24 heures en France. Exactement. Avec 4 coupables connus des services de police. Exactement. Voici un peu le ton. Donc, dans The Danish Deception, pourquoi je dis que c'est un début de forme de violence. Donc, c'est une jeune femme qui a participé à une émission de télé-réalité américaine, qui est en vacances avec des amis à Prague, qui rencontre un mec avec qui elle flash, blond, yeux bleus, qui ressemble à une pub Calvin Klein. Et donc, ils passent beaucoup de temps ensemble. Et grosso modo, elle va le voir parce que le mec à la fin de la soirée ne demande pas son numéro de téléphone, machin, etc. Okay. Je sais pas plus exactement comment ça se passe, mais grosso modo, elle le revoit, elle lui donne son Instagram et ils commencent à échanger sur Instagram. Le mec lui dit qu'il fait partie de la famille royale danoise, qu'il a été champion olympique de je ne sais quel sport. D'accord. Et comme ça, il lui dit, viens, on va aller à Monaco pour passer du temps ensemble, machin. Donc elle se dit, one life, allons-y. Ouais. Je vais vraiment faire le plus petit résumé possible. Ouais, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Je ne sais pas combien de temps toute cette histoire a duré, ce qui est vrai, ce qui est en simplifié. Je pense qu'il a escroqué un peu moins d'un $250,000 américains à cette femme et à son entourage, parce que c'est pas qu'elle, c'était un addict au jeu qui avait déjà fait ça, qui avait des énormes dettes de jeu au Danemark, et quand sa sœur était policière et quand les trucs ont remonté un peu trop et qu'il y a des mecs qui ont commencé à dire bon, on va te zigouiller, le mec est parti fuir, il est parti à Hong Kong. Okay. Mais comme on n'apprend jamais une leçon, il a commencé à faire des scams à Hong Kong. Bien sûr. Pareil, à Hong Kong, on a voulu le zigouiller. Wow. Puis il est revenu. Sa sœur, comme elle est policière, elle avait réussi à le protéger au Danemark en disant qu'il s'engageait, qu'il allait rembourser ses dettes, etc. Bon, je sais pas comment, s'il l'a fait ou pas. La jeune femme en question avec qui, Attends, pardon, qui a participé à l'émission. Non, c'est la réalité. Ah, d'accord. Je pensais que t'étais en train de me rater. Je pensais que t'étais en train de me raconter une fiction, Néné. Non, pardon, c'est la réalité. C'est la réalité. Elle a fait... Waouh. Oui, elle a fait 26 ou 27 parties sur TikTok pour raconter son histoire. C'est pas vrai. Alors, juste pour faire bref dans l'histoire, donc donc elle a été escroquée de presque un $250,000, peut-être même moins. Notamment le mec, elle l'a présenté à des potes à elle, etc. Il a dit à un mec que moi j'ai un business, j'ai machin, etc. Si tu veux investir, tu vas récupérer je sais plus quoi. Bref, ce couple d'amis là lui a donné $200,000 sans que elle sache. Waouh.
Ses parents lui ont donné à ce mec $10,000. Elle lui a donné l'équivalent de 40 ou 50 000 $. Mais tu sais, des petites sommes. Ah oui, mais là, mes comptes sont bloqués. Du coup, est-ce que tu peux m'avancer dès que mes comptes ils sont débloqués? Voilà, mais tu sais, moi, je me suis fait avoir rattrapé par les impôts danois, donc je peux pas faire des virements, tous mes comptes sont bloqués, machin. Le mec fait partie de la famille royale. Ouais, soi-disant, ouais. Donc voilà, ils se sont mariés dans le dos de sa famille. Elle a fait un petit mariage dans le dos de sa famille qui a permis au mec de venir s'installer aux États-Unis avec elle. D'accord. Quand elle raconte l'histoire, ils sont allés à Monaco, ils sont allés à Paris, ils sont partis au Mexique, ils sont partis en Colombie, ils sont partis au Danemark, ils sont partis au Nigeria. Bref, ils ont fait je sais pas combien de pays ils ont visité. Pendant tout ce temps-là, le mec pompait de l'argent à elle et à son entourage. Wow. Et donc elle raconte tout ce qu'elle a vécu avec cet homme et à chaque fois comment elle se disait oui mais moi je l'aime, ça va aller, oui mais moi ceci, ça va aller. Donc quand elle s'est mariée avec lui, il y avait que lui et elle. Il n'y avait aucun membre de sa famille qui était là et ils se sont dit qu'ils allaient quand même régulariser auprès de sa famille, donc ils allaient faire la dot. Et même au moment de la dot, ses parents ont dit oh ben c'est notre fille, on va payer pour la dot. Il a dit non, moi je suis un homme, je peux pas vous laisser, gna. Donc il est parti voir la maman en lui disant écoute maman, cet argent que tu voulais pour payer la dot, directement payer les trucs, donne-moi cet argent, nous on va organiser de notre côté. Et en même temps, dans l'entretemps, moi je vais te rembourser cet argent après, une fois que mes comptes seront débloqués. La maman, elle lui a dit oui, elle lui a donné de l'argent. Ce que je trouve très très bizarre dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de son entourage qui ont donné de l'argent à cet homme-là sans qu'elle-même soit au courant. Oui, c'est ça qui est dingue. Déjà, là, je pense qu'il y a un premier dysfonctionnement. Ensuite, le mec dit qu'il a acheté 3 appartements en Danemark dans une zone qui est prometteuse, etc. Et que quand elle a commencé à l'accabler sur le fait qu'il empruntait beaucoup d'argent, qu'il commençait à être fauché, elle a démissionné de ses 2 boulots parce qu'elle s'est présentée en disant oui, tu sais, moi je suis pas le même genre que les autres filles, je me débrouille, j'ai mon argent, je fais mes trucs, machin. Petit à petit, d'abord elle a arrêté un boulot, puis finalement elle en a arrêté un deuxième, enfin bref, son deuxième, etc. Donc il y a beaucoup de choses où elle s'est un peu isolée, on va dire, socialement. Le mec lui dit oui, bah voilà, les appartements je vais les revendre, tout ça. Un jour elle était trop fâchée, elle est quand même partie vérifier les photos de l'appartement, etc. Sauf qu'elle a fait une recherche inversée sur Google lui dit que c'est des appartements qui sont vendus dans tel endroit en Allemagne. Okay. Le mec lui a dit, elle le confronte, elle lui dit mais en fait tu m'as menti, machin. Non, c'est pas vrai, Google ment. J'ai acheté ça, regarde les titres de propriété. Oh non, pardon. Bref. Pardon, j'ai ri, mais franchement, Google ment. Voilà. Bon, ok. Google ment. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont passées, de petites histoires, et je pense qu'elle l'a emmené parce qu'elle a vu qu'il avait des dettes de jeu. En fait, elle était inspirée par la dame, par Risa Tisa qui a fait Who the Fuck Did I Marry, et elle s'est dit voilà, et donc elle a raconté son histoire. Ok. Voilà, c'est ça. À un moment, il devait finir, mais non, finalement, son papa était malade, donc il pouvait pas venir. Et après, il dit ah mais mon papa va mieux, mais moi j'ai mal au dos, donc je dois me faire opérer. Mais finalement, dans son mal de dos, quand il s'est fait opérer, 48 heures après, il prend l'avion pour qu'ils se retrouvent ensemble à Paris. Non mais j'ai l'impression que je me raconte vraiment un téléfilm là, je t'assure. C'est une blague. Sa sœur, lui, il dit moi et ma sœur, on s'entend pas, on n'arrête pas de se disputer, machin. Bref. Tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de moments où, en tant que personne de l'extérieur, sans vouloir porter de jugement, je me dis, mais ton mec te dit ça une fois, ok, ça passe. Une deuxième fois, ok, ça passe. Mais vous vous êtes rencontrés, admettons, le 1er juin. Le 1er juillet, le type est déjà en train de te demander de l'argent et genre $5,000 ou $10,000. Ouais. C'est un peu bizarre. Ça fait beaucoup, quoi. Ça peut être folle amoureuse et tout. L'autre chose que je trouve très, très, très bizarre dans cette histoire, c'est que dans tout son entourage, ne lui a jamais dit que le mec venait prendre de l'argent chez eux, etc. Oui, c'est un homme d'affaires, machin, etc. Mais à moins que vous soyez sur des secteurs qui soient ultra confidentiels et que tu es un espion, je ne vois pas de raison pour laquelle, quand on est en dîner entre amis, on ne puisse pas parler de nos travails respectifs. Ouais. A priori. Et en fait, bref, donc elle raconte un peu tout ce qu'elle a vécu avec cet homme, elle donne son nom, elle explique que bon, bah voilà, elle a porté plainte. Dieu merci, quand ils se sont mariés, etc., elle n'a pas rajouté, elle était propriétaire de sa maison, mais elle n'a pas rajouté le nom du mec sur le titre de propriété de la maison. Ce qui fait que quand lui doit rembourser ses dettes et qu'ils sont en train de divorcer, etc.,
sa maison est protégée. On peut pas lui prendre sa maison à elle. Sa maison est protégée. Heureusement. À la fin de son récit, elle dit qu'elle a envoyé les papiers du divorce, mais qu'il y a une de ses amies qui a croisé le mec en centre-ville à un tel endroit parce qu'il est toujours aux États-Unis, parce qu'il a eu la carte verte grâce à elle. Enfin bref. Bien sûr. Mais qu'il l'a vu en train de retirer de l'argent avec une femme qui était habillée très très court, donc c'est une prostituée. Donc voilà, c'est quel genre de vie que tu as envie de mener, machin. Ma belle, si tu te soucies de ce qu'il est en train de faire, alors que toi t'as demandé le divorce parce qu'il t'a psychologiquement épuisé, il t'a escroqué, etc., c'est que vraiment t'es pas passé outre, et c'est possible aussi, puisque si vous avez passé 2-3 ans ensemble, il faut un peu de temps. Ouais, mais et surtout, quand est-ce que tu vas comprendre la leçon, en fait? Là, faut passer à autre chose, en fait. Ça fait peur. En fait, c'est ça. Ensuite, elle a fait des posts, tu vois, comme quand t'écris une lettre, tu mets PS, tic, 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 tic. Elle a fait des PS de ses vidéos en disant, moi, je pensais qu'on était dans une communauté où les femmes, on était solidaires, mais là, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de m'accabler, c'est facile de dire, de juger, de machin, etc. Je déteste quand les gens font ça. Voilà. Bon. Pourquoi je vous ai raconté ça par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer que les violences faites aux femmes, c'est pas uniquement ce qu'on va vous dire, il a levé la main sur moi, il m'a bousculé, il m'a... c'est pas forcément que ça en fait, ça peut commencer et par de la violence psychologique, quelqu'un qui va te rabaisser tout le temps. Ça peut être aussi une certaine violence économique où on va te forcer à faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire et que tu vas te retrouver accablé de dettes. Isolé, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le truc qui fait très peur. Isolé socialement. Oui. C'est ça, isolé socialement. Et en fait, c'est toutes ces choses-là que l'on voit pas forcément. On va dire non, mais c'était pas un homme violent. Bah si, c'était un homme violent, mais différemment. On a pendant longtemps beaucoup parlé des pervers narcissiques, etc., etc. Et pour moi, tout ça, ça rentre dans le cadre des violences faites aux femmes. Ouais. Et aussi, quand nous, dans notre podcast et de manière générale, dans notre entourage, on va promouvoir la sororité, le fait de se dire les choses, je l'ai dit et redit dans ce podcast, on ne se mêle pas des affaires des gens qui se sont vus nus. Parce que vous pouvez être là en train de dire séparez-vous, finalement ils vont s'arranger, etc. Mais ça, c'est vrai jusqu'à un certain point. Quand vous avez une amie qui est un peu la reine de la fête, qui sort souvent, qui a beaucoup d'amis, qui a beaucoup d'activités, et puis soudainement vous voyez que son cercle se restreint, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut manifester le fait que vous êtes là pour elle. En fait, il y a beaucoup de choses comme ça où ça peut être la vie aussi, hein. La vie fait que votre cercle se restreint, que vous voyez moins d'amis, que vous sortez moins en caisse. Mais il y a des choses qui doivent, tu vois, être un peu inquiétantes. Ouais. J'ai essayé de repenser de mon côté. Quand bien même mon plus un, j'ai envie qu'il s'entende bien avec mon entourage, mais je veux pas qu'il se sente bien au point où il peut aller leur demander de l'argent. Et que personne ne vienne me voir me dire non mais en fait ton type il m'avait pris 500 €, il m'avait pris 1000 €, il a dit qu'il allait me les rendre, mais là depuis qu'il m'a dit qu'il allait me les rendre, il me fait tourner en rond. Ouais. Tu vois, je sais pas comment, enfin quelle est ta position là-dessus, mais pour moi tout ça là ça fait ça crée des tensions, etc. Parce que même dans The Danish Deception, à un moment, elle explique que finalement, elle a réussi à rentrer en contact avec la sœur du gars. Okay. Et la sœur du gars lui a dit, quand j'ai commencé à voir que vous voyagez partout, je me suis dit qu'il avait recommencé à jouer de l'argent, qu'il avait recommencé à faire plein de trucs qu'il faisait avant, et je voulais rentrer en contact avec toi pour te prévenir, de dire, de te faire attention. Mais comme je te voyais à quel point t'étais amoureuse de mon frère, peu importe ce que j'aurais dit, t'allais pas m'écouter, t'allais pas me croire, j'attendais seulement que tu viennes vers moi. Et elle dit, je savais qu'à partir du moment où t'allais venir vers moi, que t'étais prête à entendre ce que j'avais à te dire. Bon, elle, je lui en veux quand même. Après, je comprends son raisonnement à la sœur de l'escroc, mais j'aurais aimé quand même qu'elle fasse quelque chose. De se dire seulement, oui, j'observe de loin, j'attends quand tu seras prête. C'est difficile, pour moi c'est vraiment difficile. C'est comme si, pour moi c'est le même niveau de responsabilité que, admettons, t'as une amie, et t'as parfaitement conscience, genre t'es convaincue qu'elle est dans une relation toxique. Que ce soit, comme tu l'as dit, il y a plein de différents formats et tout pour être dans une relation abusive. Toi, t'es convaincue qu'elle est dedans et tu lui dis rien du tout parce que tu te dis non, elle est trop dedans, je sais qu'elle va pas m'écouter maintenant, j'attends qu'elle soit au fond du trou pour venir me parler et que là je lui dise la vérité. Ben non, pour moi, normalement, ce que t'es censé faire,
c'est parler une fois, au moins une fois, et mettre tout de suite ce que tu as vu. Et ensuite, si tu vois qu'elle est dans le déni malgré ce que tu lui as dit, etc., te dire, je vais lui laisser un peu d'espace pour réaliser la gravité de la situation, etc. Ou ne serait-ce que se dire, je vais rester là, dans son entourage, et quand elle réalisera enfin, elle viendra vers moi. Mais ne rien faire du tout, ne rien dire à la dame, ne pas lui dire, moi je suis sa sœur, j'ai vu ce qu'il a fait, je peux te donner des exemples. Enfin, en tout cas, au niveau de Danish Deception, c'est ridicule. Elle doit sûrement avoir des preuves de ce qu'il a déjà fait par le passé. Donc c'est... Surtout qu'elle est policière. Oh Are you kidding me? Néné, je te jure, j'ai l'impression que t'es en train de me faire un prank et que tu me racontes un téléfilm. Parce que c'est vraiment un téléfilm, là. Non, c'est pas un téléfilm. Elle est policière, sa sœur. Et tu sais, même, elle est partie au Danemark dans la famille de son gars. Il vivait modestement dans un appartement normal, tu vois. Et le mec passait son temps à dire à la meuf, ouais, je sais pas pourquoi mon père, il insiste de vivre sobrement alors qu'on a beaucoup de moyens, on pourrait vivre à tel endroit, mais lui préfère rester très sobre dans sa vie. Ce qui est possible, mais non, mais en fait, je veux pas... Je ne veux pas préjuger, mais... Il y a la version de vivre sobrement des personnes qui sont riches et la version de vivre sobrement des personnes modestes, qui sont pas riches. Tout à fait. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Je pense pas que si tu es très très riche, mais vraiment tu es de la famille royale, ton vivre sobrement, ça sera peut-être vivre dans un 200 mètres carrés. Oui, voilà, ça s'apparente pas du tout à ce que nous on imagine de la sobriété, c'est ridicule. Mais... C'est ça, là où pour nous de mettre 2 000 € dans un loyer, ça peut paraître beaucoup, 3 000 €, 4 000 €. C'est vrai. Pour eux, c'est c'est pas grand-chose. C'est ça. Mais ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est la partie où tu dis que elle raconte son histoire et elle est choquée parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui disent qu'elle a été ridicule, etc. Malheureusement pour elle, pour le coup, ouais, elle a été assez crédule. Elle est vraiment tombée dans le panneau, etc. Et ça me rappelle aussi l'histoire de la dame qui pensait parler à Brad Pitt, etc. Et je me dis, en fait, la conclusion à tirer, certes, c'est divertissant, etc. Mais il faut garder en tête qu'une victime parfaite, ça n'existe pas. Tu vois. Et je trouve que ça, c'est vraiment un point qui est important à soulever dans plein d'affaires comme ça. C'est que c'est une chose de se dire... Purée, elle a été super crédule et tout, c'est vraiment dommage. Et c'est une autre chose de dire, t'as été vraiment bête et bien fait pour toi. Moi, c'est vraiment le bien fait pour toi, là, je supporte pas ça, parce que jusqu'à preuve du contraire, on a tous nos faiblesses, en fait. On peut tous tomber dans un truc. Et quand je dis ça, je me rappelle que moi-même, en fait, il y avait beaucoup de choses que je jugeais facilement. Tu sais, quand on parle des églises de réveil et de la manière dont ils sont capables de créer une sorte d'emprise psychologique sur leurs fidèles, au point où les fidèles n'arrivent pas vraiment à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Et au fur et à mesure, comme ça, ils s'isolent. Tu sais, c'est le même fonctionnement. On arrive à t'isoler, on arrive à tirer des informations assez cruciales sur ta personne, des secrets de famille, ce genre de choses, etc. Et puis on va te rabaisser, on va te faire comprendre que si tu nous quittes, il n'y aura personne pour t'aimer comme nous on t'a aimé ou t'aider comme nous on t'a aidé. Au point où... tu vois des vidéos de gens qui ont fait des témoignages où ils témoignent de choses qui ne leur sont même pas arrivées parce qu'on les a persuadés mentalement qu'ils avaient vécu ces choses. Moi, à l'époque, quand je voyais ces vidéos-là, je me disais, mais il faut être quel genre de teubé pour se mettre devant la caméra et raconter une fausse histoire. Et après, quand tu vois dans ton entourage certaines personnes vraiment, tu les vois vraiment vriller petit à petit et tomber dans ça, tu te dis purée, mais en fait vraiment personne n'est à l'abri, que ce soit dans une emprise comme ça où il y a un fonctionnement un peu comme un culte, ou que ce soit avec un homme. C'est vraiment genre personne n'est à l'abri. J'ai vraiment besoin que les gens comprennent ça, et j'ai aussi besoin qu'ils comprennent que premièrement, personne n'est à l'abri d'une manipulation psychologique, et deuxièmement, même si t'es une personne qui a pu penser des choses qui n'étaient pas politiquement correctes, ou qui a peut-être fait des choses qui n'étaient pas politiquement correctes, c'est jamais une raison pour dire à quelqu'un qu'elle mérite ce genre d'abus, en fait. Et ça me fait penser... je dis ça parce que je me rends compte que quand on rentre dans ce genre de fonctionnement, on oublie c'est quoi le point principal de ce sujet.
c'est le coupable. Le coupable, qu'est-ce qu'il a fait ? Et qu'est-ce qui fait qu'il continue à vivre dans un monde qui lui permet de fonctionner comme ça ? Qu'est-ce qui fait qu'il se permet, dans le cas que tu as raconté, en fait, de changer de pays et de recommencer à zéro toutes ces dingueries sans qu'il lui arrive de vraies conséquences, en fait. À chaque fois, on trouve toujours le moyen de se concentrer sur la victime, sur quelle image elle a, etc. Et on oublie où est le vrai problème. Mais c'est pour ça qu'elle dit, même si cette histoire va relever des failles chez moi, je veux être le dernier arrêt de ce... Pour ce mec-là, de sa série. C'est qu'il a pu le faire au Danemark, je pense que... Parce qu'à un moment, elle dit oui, mais je comprenais pas, il y avait beaucoup de profils danois qui regardaient mon profil, mais j'avais l'impression... sur les réseaux sociaux, mais j'avais l'impression que c'était que des haters. Que c'est des ex, des machins et tout. Elle a même retrouvé une photo de lui avec son ex, avec un chien, etc., qu'elle avait vu bébé. Sur ses photos, il lui a dit qu'il était plus avec cette meuf-là, mais parce qu'en même temps, il a vécu une relation double. Ah oui, d'accord. En fait, c'est une histoire avec beaucoup trop de tiroirs. Ouais. Il y a beaucoup trop de tiroirs. D'où le fait d'en faire plusieurs parties sur TikTok, en fait. D'accord. Voilà, beaucoup de parties sur TikTok, etc. Mais c'est vrai que nous, on peut arriver avec notre jugement et dire « Oh, mais moi, ça n'aurait jamais pu m'arriver. » Mais il y a un facteur que l'on néglige souvent, c'est le facteur... Alors, j'allais pas dire ça comme ça. J'allais dire les lunettes roses de l'amour. Parce que quand tu as du sentiment pour quelqu'un... Je pense que ça nous est tous arrivé et on peut faire notre introspection ensemble tout de suite dans notre entourage amoureux ou pas forcément même amical, pas que amoureux. On a une personne problématique et on regarde cette personne. On se dit cette personne, elle est clairement problématique. Mais elle a quand même un bon fond. Mais elle le fait pas exprès. Ou alors, mais c'est parce qu'elle pensait. Elle le fait pas avec moi. Du coup, ça passe. Elle le fait pas avec moi. C'est incroyable. Ça passe. Mais tu vois le comportement de cette personne. Enfin, je vais dire n'importe quoi. T'as une copine qui parle parfois mal au serveur et tu dis moi, je ne supporte pas les gens qui parlent mal au serveur. Je trouve ça hyper mal poli. Mais parce que c'est ta pote, que vous avez des bons délires et que vous avez des atomes crochus, etc. Et avec moi, elle a toujours été respectueuse, donc ça passe, quoi. Donc ça passe. Et c'est la même chose quand on parle du fait des hommes qui sont amis avec des violeurs et qu'on dit mais comment tu peux être ami avec un violeur, avec un agresseur, ça peut pas être ton ami, mais eux ils ont d'autres atomes crochus. Donc non pas que ce qu'il a fait c'est pas grave, c'est juste que eux le regardent avec une focale qui est différente de la vôtre. C'est vrai. Et après tu sais c'est vraiment un truc très difficile. Jusqu'à aujourd'hui j'ai vraiment du mal à comprendre comment le viol est perçu par certaines personnes. Et en fait, je me dis, c'est vraiment un truc où les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est une des violences les plus difficiles à traverser, en fait. Ouais. Tu sais, ça me dépasse, parce que j'ai vraiment l'impression que pour certaines personnes, quand tu vas leur dire ouais, tel gars, il a violé quelqu'un, etc., dans sa carrière de que sais-je, ou dans telle relation, etc., j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à voir ça comme une petite erreur de parcours du style ouais, il fut un temps, je volais des trucs, tu vois, je volais de l'argent à des gens, et puis voilà. C'est vraiment le truc de... Mentalement, en fait, comment les gens perçoivent ce crime comme quelque chose qui est vraiment un délit, tu vois, un petit délit mineur de voilà, on te tape sur la main et on te dit mais en fait tu peux pas faire ça, c'est pas bien, et tu dis bon ok c'est pas bien, mais en même temps on te dit ouais mais après je te comprends parce que tu vois on vit dans un monde où, enfin tu vois les nanas comment elles s'habillent et puis leur façon de nous dire que elles veulent un truc et en fait elles veulent pas, genre c'est dur à comprendre, etc. Moi c'est vraiment quand je commence à réfléchir à ça, à prendre conscience de la gravité de ce que c'est, et je me rends compte qu'il y a encore plein de gens qui ne le réalisent pas, que je tombe dans ce truc où je me dis mais on va jamais en sortir, en fait, on va jamais sortir de cette culture de la violence, c'est insoutenable. Et c'est pour ça que tu sais des fois tu as des sujets où tu arrives à avoir des conversations avec les gens, où tu vas avoir une conversation qui va être plus ou moins légère et tu vas dire bon voilà, on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord, etc., et passer à autre chose. Mais quand j'arrive à ça, je me dis vraiment, il y a des trucs, en fait, c'est mieux, tu m'en parles jamais. Comme ça, on n'en finit pas, on finit pas par s'empoigner le col, tu vois. Parce que vraiment, là-dessus, on pourra jamais être d'accord. Et c'est vraiment le truc qui me dépasse, comme, tu vois, là, tu as commencé l'épisode en donnant le nombre de féminicides qu'il y a eu dans l'année.
tu vas parler avec quelqu'un et on va te dire ouais mais pourquoi le terme féminicide, enfin je sais pas, moi j'aime pas ce mot, enfin je trouve que tu vois les crimes tout le monde tue quoi, tu vois, est-ce qu'on est obligé de dire non. Et c'est vraiment l'exercice que je fais sur plein de choses qui vont pas me concerner, où je vais me dire il n'est pas question de parler de nos sentiments en fait, on parle de faits. Genre les féminicides, c'est une crise. C'est une énorme crise qui montre qu'il y a un véritable problème social sur la manière dont on perçoit les femmes, sur la manière dont on conçoit leur... et voilà, là je sais pas comment dire en français, agency, je sais pas comment le traduire, la manière dont on perçoit leur droit à exister et à posséder leur corps comme bon leur semble. Il y a vraiment un énorme problème social là-dessus. Et les gens, au lieu de se rendre compte qu'il y a un énorme problème dans ce sens-là, préfèrent se dire « Ouais, mais le terme féminicide, je sais pas trop, j'aime pas. » Ou alors « Ah, j'aime pas trop qu'on parle de débat féministe. Est-ce que c'est vraiment du féminisme? Est-ce que machin ?» En fait, franchement, moi, je m'en fiche de comment on l'appelle. Hein. On peut appeler ça comme vous voulez, mais il faut qu'on tombe d'accord sur le fait que c'est un véritable problème global, c'est un problème vraiment mondial, la place de la femme dans ce monde. C'est effrayant. Et là, nous, on parle de... Tu vois, par exemple, là, comme tu as dit, on commence l'épisode en douceur et on va aller de plus en plus sombre. Malheureusement, de Danish Deception, c'est la version la plus soft que vous pouvez entendre. Est-ce que tu as lu... Il y a un article là qui a été... Je pensais pas que c'était possible, mais je suis contente. Il y a un article qui est devenu viral, un article Vogue, qui dit « Is having a boyfriend embarrassing ?» Je te jure, j'ai lu l'article. Je l'ai commencé, mais je sais pas comment. Il est même pas... tu sais, c'est même pas un article incendiaire. En fait, moi, quand j'ai vu tout l'engouement qu'il y avait autour de l'article, comment les gens étaient en mode j'ai lu l'article, j'ai eu envie de divorcer, machin, je me suis dit waouh. Donc dans Vogue, etc. Maintenant, on a des conversations vraiment un peu plus poussées et tout. Et j'ai lu l'article et j'ai trouvé vraiment que c'était le niveau, je sais pas moi, beginner des discussions en fait sur la place de la femme. Concrètement, en fait, l'article explique juste que on voit de plus en plus de femmes qui réalisent que je pense qu'on en avait déjà discuté, où toi tu m'expliquais que en tant que femme célibataire, tu te rends compte que dans le milieu professionnel ou dans d'autres circonstances, c'est comme si on te donnait pas un statut de véritable adulte, tu vois, d'adulte accompli, parce que t'as pas atteint ce palier où je suis mariée, etc., j'ai ma petite alliance, machin. Et donc en gros, elle expliquait qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu qui se rendent compte que c'est plus un palier à accomplir en fait d'avoir un partenaire de vie, et que c'est mal vu en fait, où ça te donne vraiment ça va facilement te donner cette étiquette républicaine, traditionnaliste, de mettre en avant le fait que tu as trouvé ton partenaire de vie, etc. Vraiment, je fais un raccourci de raccourci. Et qu'elle disait qu'en gros, plus le temps passe et plus les femmes en fait, se rendent compte que, vu combien c'est difficile de relationner avec les hommes sur notre génération, il y a des personnes qui se disent ne pas être mariée, passer 30 ans et avoir des chats, etc., ça n'a jamais été aussi sexy qu'aujourd'hui, quoi. C'est tout. Vraiment, elle ne va pas plus loin que ça. Elle ne parle pas de la violence des hommes. Je pense qu'il n'y a même pas une seule fois dans l'article mention de la violence des hommes. C'est juste une mention de... elle parle plus du fait que les femmes ont conscience que maintenant elles peuvent s'élever en société, etc., sans avoir besoin d'être rattachée à un homme. Après, elle parle beaucoup de créatrices de contenu en expliquant que les créatrices de contenu, il fut un temps, aimaient beaucoup montrer le fait qu'elles avaient un nouveau partenaire ou un partenaire avec lequel ça avançait sérieusement, ou parler de fiançailles, etc. C'était vraiment un palier important en tant que créatrice de contenu, où il y allait avoir vraiment un engouement qui allait être bankable même, quand tu annonçais que tu avais un partenaire de vie. Et elles se sont rendues compte que maintenant, les gens, ça les intéresse plus. Elles ont envie de voir des femmes qui vivent leur vie pour elles-mêmes, qui vivent certaines choses pour elles-mêmes. Et donc, en gros, il y en a une qui disait carrément que quand elle a annoncé qu'elle avait un partenaire, elle a perdu une centaine d'abonnés, tu vois. Et il y en a une autre qui a dit... Embarrassing. Franchement, embarrassing. Et il y en a une autre qui a avoué que c'est vrai que vous allez vous rendre compte que beaucoup de créatrices de contenu, quand elles annoncent qu'elles sont avec un partenaire, leur contenu change.
Donc ça prend vraiment une place où les choses qu'elles allaient faire en temps normal, elles vont arrêter de les faire et donc leur contenu va être un peu plus... le terme qu'elle employait, c'était leur contenu va être un peu plus dilué, on va dire. Et d'un coup, elles vont faire une sorte de morphing dans... maintenant, je suis la moitié d'un couple. Je ne suis plus une femme, je suis la moitié d'un couple. Et là-dessus, j'étais grave d'accord, parce que je pense qu'on a toutes connu ça dans notre entourage. Au moins une amie qui, une fois qu'elle se met en couple, eh ben, elle est moins disponible pour toi, elle a moins envie de voyager, elle a moins envie de sortir, etc. Donc vraiment, ses habitudes vont complètement changer. Alors que à l'opposé, ben, un mec qui va se mettre en couple... Techniquement, quand tu regardes dans ton entourage, tu vas pas avoir un changement drastique du jour au lendemain où il te dit, tu sais comment les gens ils disent ma man. J'ai jamais vu un homme être en mode my woman, my girl, tu vois. Il y a pas ce changement. Donc l'article parlait uniquement de ça. Et juste en parlant de ça, ça a fait des ravages où la journaliste a reçu des messages du style « Grâce à ton article, je me suis rendu compte que ma relation elle était malsaine, etc. Je vais quitter mon gars, je vais divorcer, etc. etc. » Et je me suis dit, j'avais envie d'en parler dans cet épisode, je mettrai le lien dans la description. Et je me disais, mais t'imagines si quelqu'un faisait un article qui reprenait quelle est la position de la femme dans ce monde aujourd'hui en 2025. On n'a même pas besoin de remonter le temps pour vous dire à quel point c'est dur d'être une femme aujourd'hui. Et juste pour vous faire comprendre que on n'en a rien à foutre en fait. Si vous avez un mec ou un mari dans vos vies, honnêtement, c'est pas ça le plus important. On peut parler déjà du chiffre alarmant de féminicide juste ici en France. On peut parler du fait qu'aux États-Unis, on n'a plus le droit d'avorter. Ce qui veut dire que même quand tu fais une grossesse ectopique qui est quelque chose qui peut te tuer, tu ne peux pas avorter. Donc si tu fais une grossesse ectopique, tu vas mourir. Genre, tu vas mourir, c'est tout. C'est comme ça. Parce qu'on a décidé que ce qui n'est même pas encore un fœtus avait plus de valeur que ta vie actuelle. On peut parler du fait qu'au Soudan, il y a des femmes qui préfèrent faire des suicides collectifs plutôt que de tomber dans les mains des mercenaires et des rebelles en fait, qui viennent les agresser et qui utilisent le viol comme arme de guerre. Si on parle de viol comme arme de guerre, on peut parler du Congo, malheureusement qui est l'exemple numéro 1 actuellement, où il y a des générations de petites filles, en plus je dis petites filles, mais d'enfants et de femmes qui sont complètement ravagées par le viol utilisé comme arme de guerre. On peut parler de l'Afghanistan, où il est interdit d'être médecin quand on est une femme, mais il est aussi interdit en tant que femme d'être auscultée par un homme. Donc concrètement, personne ne peut s'occuper de la santé des femmes. Débrouillez-vous. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais si vous avez un problème de santé, personne ne peut vous soigner. On peut parler de la Gambie, où ce sont des hommes qui se sont insurgés pour dépénaliser l'excision. Des gens qui n'ont jamais eu un clitoris de leur vie, qui sont en train de se battre pour qu'on puisse continuer à les couper. On a... je sais qu'il y a un autre pays en Afrique subsaharienne où les hommes se sont insurgés pour qu'on puisse dépénaliser le mariage des enfants des femmes de moins de 18 ans. Oui, voilà. C'est ça. Donc tout ça, en fait, quand tu réfléchis à tout ça, et que moi je vois l'article, est-ce que having a boyfriend is embarrassing? Moi j'ai envie de dire, est-ce que être un homme c'est pas gênant? Parce que franchement, je sais que des fois souvent on me dit ouais t'es un peu trop vindicative, etc. avec vos histoires de men are trash, etc. Je dis même plus men are trash. Franchement je suis passée à un autre stade où pour moi en fait il est vraiment question de critiquer l'hétéronormativité. C'est plus ça que je dirais. Vraiment critiquer l'hétéronormativité. Et je me dis, en fait, je me mets vraiment à la place des hommes. Concrètement, moi, aujourd'hui, si j'étais un homme, j'aurais honte. J'aurais grave honte. Je me poserais des questions vraiment en tant que genre, qu'est-ce qu'on doit faire, les gars? Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse des réunions, il faut qu'on discute de notre problème avec les femmes. Il faut vraiment qu'on en discute et qu'on guérisse tous ensemble. Bien sûr. Et en fait, ce qui est très très gênant quand on parle des violences faites aux femmes, on a toujours une seule façon de voir les choses. On se dit c'est forcément un homme ou quoi que ce soit. Je ne vais pas parler parce que je ne vais pas trop m'avancer, mais il y a aussi des femmes qui sont maltraitantes. Je pense que même dans des relations homosexuelles entre femmes, il y a des choses qui ne sont pas ok. Il y a des choses que certaines femmes font envers d'autres femmes sans forcément être
sans forcément être en couple avec elle, juste en étant des collègues de travail, des amis ou quoi qu'est-ce, qui pour moi rentrent dans le cadre de la violence qui est faite vis-à-vis de certaines femmes. Je sais surtout dans le monde de l'entreprise, comme tu veux gravir les échelons, tu veux arriver à un certain niveau, etc., tu peux entendre et voir certaines choses. Tu peux vivre un certain harcèlement vis-à-vis de certaines femmes. Parce que elles peuvent s'imaginer que tu vas leur prendre leur place, qu'on ne veut pas céder, etc. Donc moi, ça me fait rire, toutes les grandes entreprises qui créent des programmes en interne pour promouvoir l'excellence des femmes, la sororité. Mais pour moi, c'est comme du greenwashing, en fait. Ouais, on est d'accord. Parce que vous avez parfois des personnes qui sont à la tête, qui ont des places de décideuses qui peuvent t'aider, mais ce sont les premières harceleuses que l'on peut rencontrer. Et ça, et ce qui me dérange aussi, c'est que dans le monde de l'entreprise, une personne problématique ne se fait que très rarement virer. On va la déplacer, on va la mettre ailleurs. Et c'est révélateur en fait de comment la société fonctionne. En fait, c'est ça, c'est que une personne qui va être très toxique comme ça au travail, on va toujours penser que bon, allez, c'est juste on va dire que c'est pas vraiment une victime. On va dire qu'il n'a pas vraiment des victimes, il a plutôt des personnes qui sont un peu plus sensibles et qui ne savent pas gérer des gros caractères, etc. Et il va toujours être question de tu t'en sors avec une tape sur la main. Et puis on continue. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui est très très dérangeant parce que dans ce spectre de violence faite aux femmes, ça part de tout, tu vois. Il y a les micro-agressions et on en parle beaucoup en tant que femme noire qui évolue dans un milieu principalement caucasien. La personne qui va se permettre de faire des commentaires sur tes fesses, la personne qui va se permettre de venir te toucher les cheveux, la personne qui va se permettre de te parler avec un accent parce qu'elle estime que toi tu viens forcément d'une brousse lointaine où on ne parle pas le français et on va te dire ah bon, tu sais pas comment tu sais ça, tu vois. Je suis tombée sur une vidéo et je me dis, tu vois, ça pour moi ça rentre dans le cadre des violences qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines femmes, et c'était une autre femme. Donc pour vous donner un peu le contexte, c'est une femme noire qui est à l'opéra. Je pense qu'elle est américaine ou anglaise si je ne dis pas de bêtises, et donc il y a cette femme blanche qui est assise à côté d'elle et qui lui dit directement, ah, c'est votre premier opéra. Ah d'accord. Donc la dame lui dit bah non, j'adore l'opéra, et malheureusement pour cette dame là elle est tombée sur une femme dont c'est vraiment la passion, qui connaît le truc, qui a voyagé et qui a été voir des opéras dans les plus grands théâtres du monde, et les trucs les plus classiques, tu vois. Elle lui a répondu en lui disant mais non, mais j'ai été voir telle pièce à la Scala, j'ai vu telle chose, et la dame a voulu, tu vois, se montrer un peu genre ah mais moi je sais plein de trucs, et la dame la femme noire en question lui répond ah oui je l'ai vu celui-là, mais je ne l'ai pas vu comme ça, je l'ai vu limite, elle a vu Hamlet dans le théâtre à Londres dans lequel il a été écrit, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc, tu vois, c'est vraiment une vraie passionnée et quelqu'un qui connaît son truc. Et tu vois, le fait que tu dois toujours prouver que tu as le droit d'être ici, voilà, je dois tout le temps justifier le fait que j'ai le droit d'être là, et en fait je sais autant que toi. Oui, c'est voire plus que toi, parce que comme on a parfois ce complexe d'infériorité, on a tendance à surcompenser en faisant au-delà même de ce que les autres font. De la même façon que, pour faire une petite parenthèse, le niveau des études baisse en France, et dans beaucoup d'universités, c'est plus le niveau où c'était. Et je crois que l'année dernière, fin d'année dernière, ils ont sorti les chiffres est-ce que c'est du bac ou le niveau de maths des élèves en France par rapport aux élèves au Maroc, mais ça n'a rien à voir. S'il y a des mais j'ai l'impression que chaque année, quand il y a le bac, on nous compare justement le niveau du Maroc, et on nous a toujours dit que le niveau du Maroc, il était bien au-dessus du niveau français. J'ai l'impression d'avoir vu cette stat à chaque fois. Et chaque année, peut-être l'écart se creuse alors. Oui, l'écart se creuse parce que nous, le système scolaire français change tous les ans avec tous les ministres. Là, il y a toujours un truc qui change. Sauf que eux sont sur une certaine stabilité qui montre que, en fait, ça apporte ses fruits. Et quand on va devoir plus surprouver que moi, je suis capable de faire ça, là où toi, t'es même pas capable de faire le tiers de ce que moi, je fais... en tant que femme, c'est comme quand t'es une femme dans un conseil d'administration, on va te regarder du genre haha, elle est mignonne, c'est l'assistante de.
Non, pas du tout. Non, c'est la sténographe. Qui prend les décisions. Elle prend les notes, elle est là pour prendre des notes. Ah non, c'est elle est là pour prendre les notes. Enfin, j'avais lu cet article qui montrait le nombre de fois où, en tant que femme décideuse, tu te retrouvais dans des espaces où c'est en fait le dernier mot dépend de toi, mais la façon dont les gens te traitent quand tu rentres, c'est vraiment comme si mais t'es loin derrière. Donc t'es une femme noire qui travaille avec des gens qui viennent de l'étranger, etc. Il y a tout ce côté-là où c'est hyper violent en tant que femme, surtout quand tu fais un métier passion. Oui. Tout le monde ne fait pas un métier passion, mais pour les personnes qui font un métier qui les anime et qui te motive à te réveiller le matin, tu te dis oh waouh, mais ça c'est trop bien, j'ai envie de faire ça, je pense que ça brise beaucoup de vocations. Oui. Ça brise moralement, psychologiquement, cette violence au quotidien de devoir toujours justifier, de devoir travailler toujours plus. Parce que du coup, toi, tu vas avoir des collègues hommes qui vont peut-être pas aller chercher leurs enfants à 17h et qui, eux, vont rester travailler jusqu'à 20h, parce qu'il y a aussi ce truc-là de plus tu restes au bureau, plus t'es performant. Excusez-moi, si moi, je suis capable de travailler entre 9h et 16h et fournir le même niveau qu'une personne qui va arriver à 9h et qui va partir à 20h. Merci. La focale n'est pas la même. Bien sûr. Parce que il y a beaucoup de femmes qui ont eu des enfants, qui étaient chefs d'entreprise, etc., qui ont dit oui, moi j'ai envie d'être présente pour mes enfants, et ça me force à être beaucoup mieux organisée que je l'étais avant. Elle dit avant je pouvais faire mes journées entre 9h et 20h, mais maintenant que j'ai cette contrainte qu'à 17h je dois aller chercher mon enfant et que je n'ai pas envie de retravailler à la maison avant 20h, 21h, cas d'extrême urgence si jamais j'ai besoin, ce qui fait qu'entre 9h et 17h, elle dit je ne prends que des décisions efficaces. Ouais, mais en plus, je suis capable de si boucler ma journée de travail. Sur le monde du travail et combien des fois c'est tellement incohérent, c'est insupportable. C'est vraiment le jour où j'ai compris que il y a beaucoup de place qui est donnée aux apparences et pas spécialement aux résultats en général. Tu sais, je pense que j'avais lu un article qui expliquait qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui vont se voir offrir des promotions, ce genre de choses au travail, juste parce que c'est un collègue sympa, c'est un collègue à côté avec lequel beaucoup de gens aiment passer du temps, etc. Et à compétence, il sera même pas à compétence égale avec la personne qu'il faudrait avoir sur tel rôle. On va se dire ouais, mais lui il est cool. Tu vois, lui il est cool, lui il est pas, il pense pas à se syndiquer, lui il remet pas en question le nombre d'heures de travail qu'on lui donne, et puis lui quand on fait des pots il est là. Enfin vraiment toutes ces choses là qui font que toi tu peux être la personne la plus excellente au travail, on n'en aura rien à faire parce que tu viens pas voir des verres à chaque fois à la fin de la journée. Exactement. Et ça fait partie de quand tu veux évoluer dans le monde corporate, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête. Quand tu es chez toi de ton côté et que tu veux être indépendant, etc. Mais il y a toujours un facteur humain. Parce que même si tu n'as pas de collègues, que tu es indépendant, que tu es consultant ou quoi aux caisses, il faut toujours savoir un peu charmer les autres. Il faut toujours savoir un petit peu, tu vois, comme le serpent, là. Tu dragues un peu, tu vois. Ouais. Et ça, c'est très compliqué. Et pour moi, les violences faites aux femmes, elles commencent à partir de ce moment-là. Ouais. J'ai pas forcément besoin d'attendre que quelqu'un lève la main sur une femme, tu vois, pour que... notamment, il y a un truc qui s'est passé dans le métro. La dernière fois, j'étais dans le métro. T'as un mec qui était dans le métro et qui avait tendance, tu sais, à un peu trop frotter une jeune fille qui était là. Et c'est une femme, en fait, qui a dit non mais attendez là monsieur vous abusez, il y a de la place partout, pourquoi vous vous collez comme ça, etc. Il y avait plein d'autres gens qui avaient remarqué parce que tu vois les gens ils chuchotent, etc. Mais il n'y a jamais personne qui prend cette initiative. Merci. J'ai l'impression aussi que ça nous incombe à nous les femmes de nous défendre entre nous. Là où il suffirait qu'entre pairs ils puissent se parler, ça pourrait aider aussi beaucoup de choses. Tu vois, alors il y a des hommes qui sont très très bien, qui prennent les choses en main, défense, qui prennent les choses en main, etc. Et là, on n'est pas du tout en train de dire que tous les hommes sont les mêmes, parce qu'on les voit arriver les commentaires de oui, mais moi je connais quelqu'un qui machin, etc. Oui, je suis par exemple aussi entourée d'hommes qui sont très très bien, pour qui tout ce que je suis en train de dire ne s'applique pas. Mais et ils sont capables de l'entendre sans se mettre à pleurer, quoi. Donc, c'est ça. Entendons-le. Mais il y a aussi un spectre de ah oui, ils sont très bien là-dessus. Mais je vais dire que moi je suis allée chez le gynécologue, c'était un homme
il m'a pas laissé le choix à deux. Il dit oui, mais de toute façon, c'est un médecin. Bah non, c'est en fait. Pas parce que c'est un médecin que ça lui donne tous les droits. Ouais. Tu vois. Et pour eux, ça, chacun a un peu son cadre de ah non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Ça reste très propre à chacun. Ouais. L'idée, c'est de parler de beaucoup de choses et que les gens prennent conscience de beaucoup de choses. Bah tu vois, là, tu me fais penser à un truc quand on... Parce que je sais que c'est des conversations qui vont forcément être genrées et on essaie de pas tomber dans des clichés de voilà, tous les hommes sont mauvais et puis les femmes elles sont toutes super, vous êtes des reines, machin, ne changez rien. Ouais, quand tu y réfléchis, en fait, tu penses, ça me fait penser à comment certaines tantines fonctionnent. Tu vois, on a souvent parlé ici de méchantes tantines qui nous ont fait des remarques super déplacées, etc. Et moi, c'est le terme que j'aime bien employer quand je parle de ce genre de comportement où elles te disent voilà, une femme, ça doit être comme ça, si tu fais pas ci, tu seras pas mariable, etc. etc. J'appelle ça les petites mains du patriarcat. C'est-à-dire que c'est des femmes, elles ont souffert de tout ça. Elles sont la conséquence de toutes ces souffrances. Et au lieu de se dire, venez, on change les choses, on met un terme à ce cycle, eh ben non, elles se disent, nous aussi, on va faire en sorte que tout ça soit perpétué et que ce soit, limite, on va commencer à te dire, oui, c'est notre culture. La souffrance de la femme, c'est notre culture. Et ça, c'est vraiment le truc sur lequel on sera toujours d'accord pour dire que il y a une différence entre dire que le patriarcat, c'est un problème et dire que les hommes sont un problème. Parce que il y a des femmes comme ça, en fait. Il y aura toujours des femmes comme ça. Et il y a des situations où vraiment, je me dis... j'essaie de faire preuve d'un minimum d'énergie et de faire comprendre à la personne qui me parle. Mais est-ce que tu te rends compte que ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est pas particulièrement culturel et on n'a rien à gagner, en fait, qu'on est juste en train de perpétuer des souffrances, etc. Bref, il y en a certaines qui sont capables de le voir, franchement. Je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir ce déclic où tu faisais certaines choses et quand on te demande de réfléchir un peu plus sur les actions ou les habitudes que tu avais, tu te rends compte que c'est quelque chose qui prenait source dans une discrimination ou quelque chose qui est malsain, quoi. Il y en a certaines qui sont capables de faire cet exercice, mais il y en a d'autres... Elles peuvent mourir pour le patriarcat, il faut les laisser dedans, pardon. C'est ça, et en fait, c'est pour ça que c'est quelque chose où chacun doit choisir ses combats. Moi, mon combat au quotidien, ça sera de m'assurer que si j'ai une opportunité que je peux partager avec une sœur, je la partagerai toujours d'abord à une sœur avant de la partager avec une autre personne. Parce que je sais ce que ça fait d'être soutenue par une femme. On va reprendre un exemple qu'on utilise beaucoup. Une femme qui vous dit que vous êtes belle dans la rue, ça n'a pas le même impact qu'un énième homme qui va vous dire « Ah, t'es belle !» Bah oui, ok, merci, je sais. Mais une femme qui vient vous voir en te disant « Mais t'es trop belle !» T'es là « Oh, merci !» Waouh. T'es là genre « Non mais vraiment, tu le penses vraiment ?» Oh. C'est ça, parce que en tant que femme, et aussi parce qu'on a grandi dans ce côté de on veut nous mettre tout le temps en opposition, nous dire qu'on n'est pas proches les unes des autres, etc., qu'on doit toujours être mises face à face les unes aux autres. On s'imagine l'énergie et la force que ça demande de venir voir quelqu'un et lui dire waouh, t'es belle, quoi. Tout à fait. Et je pense que c'est même un exercice mental. Moi, j'ai l'impression que pendant un temps, c'est devenu un exercice mental parce que, comme tu l'as dit, il y a toujours ce côté de rivalité, même avec une inconnue. Enfin, concrètement, ça fait pas de sens. On a toujours cette rivalité de qui est plus belle, qui est plus intelligente, qui est plus talentueuse, qui est la mieux coiffée, etc. De venir vraiment comme ça et te dire, en fait, à compter d'aujourd'hui, quand je verrai une femme que je trouve super belle ou que je trouve super... que je trouve super avancée dans sa carrière, qui est exemplaire, etc. Au lieu de me retirer dans mes retranchements et me dire oh putain moi je suis qu'une merde, etc. Non, je vais aller la voir en fait et je vais lui dire je trouve que c'est incroyable et franchement si je peux être un dixième de ce que t'es aujourd'hui quand j'aurai ton âge ou peu importe, j'espère que je le serai. Et cette personne elle va être super avenante avec toi, peut-être elle va te remercier, elle va te donner des conseils, elle va t'aider à avancer, etc. Genre ça coûte rien, alors que je sais que pendant longtemps moi aussi je tombais dans ces travers de tu vois quelqu'un tu vois une femme qui est entre grosses guillemets meilleure que toi, parce que personne n'est meilleur que qui que ce soit, et t'es tout de suite en train de te dire ouais mais elle a pas ça. Tu vois, moi j'ai ça et elle a pas ça. Genre moi j'ai des cheveux et elle a pas de cheveux, donc est-ce qu'elle est si meilleure que moi? Non, je ne pense pas. En fait, juste savoir se détacher de ce truc-là, ça fait beaucoup de bien déjà à l'âme.
Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est là, on parle de certains sujets pour lesquels vous avez l'impression que non, c'est pas forcément des violences, mais nous, ça rentre dans ce cadre-là parce que c'est comme si on vous mettait la tête sous l'eau et que vous essayez sans cesse de sortir la tête de l'eau et on continue de vous appuyer et qu'il faut que vous vous battiez 2 fois plus pour sortir de ça. Donc il y a tout le côté de l'emprise psychologique qu'on a abordé et vous pourrez partager avec nous beaucoup d'exemples. En fait, même une amie très proche que vous connaissez depuis que vous êtes enfant, même si tout le monde autour de vous dit non mais ça fait pas de sens, coupez les ponts. Si vous sentez en fait que c'est toxique pour vous et que mentalement ça vous draine d'une façon, parce qu'il n'y a aucune relation qui est censée vous drainer. Ça peut être aussi un premier indicateur d'épuisement psychologique. C'est pas censé vous drainer. Les gens autour de vous qui font partie de vos proches sont censés vous apaiser, sont censés être source de joie, etc. Et tout ça et même en faisant tout ça, il peut avoir des tensions, des désaccords parce que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Mais quand ça en arrive au point, en tout cas de mon humble avis, où ça vous draine psychologiquement, il n'y a rien de bon à garder cette relation. Enfin, vraiment, pour moi, c'est pour tous les aspects de la vie, que ce soit familial, amical, amoureux, quand quelque chose vous demande tellement d'énergie et que ça vous épuise à un point où... Et c'est pas une fatigue que vous pouvez accepter. Par exemple, vous avez plein d'événements prévus, il y a l'anniversaire d'un trek, des trucs, des machins. Oui, vous êtes fatigué, mais ça vous met en joie de participer à toutes ces choses. C'est plus que positif, mais quand vous y allez à reculons, vous avez une boule au ventre, ça vous met dans des états, limite ça vous donne des nausées, ça vous fait vomir. Et c'est devenu la norme, quoi. À chaque fois qu'il faut le faire, c'est comme ça. Et ben c'est que c'est pas quelque chose. Et donc quand il y a tout cet aspect psychologique, on a évoqué l'aspect financier, mais l'aspect dont on parle beaucoup et qu'on voit beaucoup, et c'est aussi pour ça qu'on a donné le chiffre du nombre de féminicides qu'il y a eu depuis le début de l'année, c'est les violences physiques qui sont faites aux femmes. Parce que sur l'aspect financier, tout est question de dépendance financière, où un homme va te dire ah ben non, arrête de travailler et puis moi je vais te prendre en charge, et puis finalement en fait ça vous empêche de le quitter, parce que quand il a des quand il a des comportements violents vis-à-vis de vous, vous êtes là oui mais moi j'ai plus de travail, j'ai plus rien, j'ai plus aucune source de revenus, comment je peux faire pour partir? C'est une sorte d'emprisonnement. Et sur ce qui est des violences physiques, on va dire, au début c'était une petite claque pas trop forte pour rigoler. Puis à un autre moment c'est ah ouais, tu vas sortir avec cette jupe-là, ça fait vraiment pute. Ok. Non mais de toute façon si tu sors habillée comme ça, moi je sors pas avec toi. Ou ça va être un truc où on va vous bousculer, où on va vous mettre quelque chose dans votre verre, où on va se permettre de vous toucher alors que vous avez refusé clairement. Ou quelqu'un qui ne va pas s'arrêter quand vous lui dites stop, vous êtes dragué, vous êtes en train de vous embrasser, vous vous sentez un peu dépassé, vous dites non, je veux pas aller plus loin, et on va dire ah mais non mais t'es qu'une pute, ok machin, etc. Donc parfois ça peut s'accompagner de violences verbales, mais parfois c'est juste de la violence physique. C'est jamais ok que quelqu'un qui vous connaisse pas passe derrière et vous tape les fesses. Mais c'est jamais ok dans aucun monde. Mais tu sais qu'il y a un truc aussi que je me dis par rapport à ça, par rapport à un des exemples que tu as donné. Pour ma part, après je sais pas c'est quoi l'avis des autres, mais j'aimerais bien avoir l'avis des auditrices, etc. et aussi ton avis. Mais pour moi, un mec déjà qui va facilement parler d'autres femmes et dire voilà, ça c'est des trucs de pute, ça c'est des trucs de machin, ça c'est machin, pour moi déjà il y a un gros problème. Pour moi ça fait pas de sens en fait que t'es là dans ta relation et ton gars il passe son temps à dire ouais, une femme qui fait ci c'est une pute, une femme qui fait ça machin. Je sais le putomètre là, moi j'ai compris vraiment c'est un truc. Vous avez du mal. En fait c'est vraiment le concept de tu vois une femme qui est bien dans sa peau, qui vit sa vie comme bon lui semble, et d'un coup il y aura toujours quelqu'un en dessous pour dire elle c'est une pute. Et j'ai vraiment compris, genre, t'as un problème avec la liberté des femmes, littéralement. Pourquoi ? Donc vraiment, moi, j'ai tout envie de faire ce truc, voilà, si tu me dis, ouais, c'est une pute, on va débattre, pourquoi, allons au bout du truc jusqu'à ce qu'on trouve la source. Et vous verrez que la source, elle est pas normale. Ça fait aucun sens, en fait, de tout le temps juger une dame comme ça, de cette manière. C'est ça. C'est aussi les violences où on va vous arracher vos vêtements parce que vous êtes en train de vous disputer. Cette tendance à vouloir arracher ou attraper le cou ou des choses comme ça. Parfois,
y a des choses qui commencent juste en rigolant, et j'ai écouté un très bon podcast là-dessus, où je mettrai le lien, sur les personnes qui en fait préféraient avoir des rapports presque violents. Le plaisir que ça leur procurait d'avoir des rapports très... je sais plus quel terme d'avoir une sorte de rapport de dominant-dominé et tout au lit, quoi. Voilà, en fait, avec ces fantasmes violents autour de la sexualité, qui disait que en fait, c'est une personne qui avait honte, mais que c'était comme ça qu'elle trouvait son plaisir, en fait. Parce qu'elle avait été exposée au porno plus tôt, donc très tôt dans sa vie, etc. Ça m'étonne même pas. Ouais. Et que en fait, elle s'est défait de ça pour en fait réaliser que c'était vraiment ça qui lui procurait des sensations. Mais il y a toute une discussion autour de ce fantasme de violence dans le rapport sexuel. Et qui aussi a été normalisé pour beaucoup de garçons qui ne comprennent pas qu'une fille puisse dire non, qui ne comprennent pas que prendre une fille dans une ruelle, qu'une fille dise non, c'est comment ça tu veux pas qu'on fasse l'amour dans une ruelle? Non, mais surtout on arrive à un point où il y a certaines personnes qui pensent que ça fait partie du jeu aussi quand quelqu'un dit non. C'est ça qui est aussi effrayant. C'est qu'à force de voir ça dans l'industrie du porno, de voir des trucs du style j'ai envie mais j'ai pas envie, mes trucs c'est un jeu de séduction, et ben on pense que cette séduction elle commence déjà à partir du moment où quelqu'un dit non, alors qu'en fait elle dit juste stop. Exactement, pardon. Et il y a aussi tout ce côté, les masculinistes. Il y a aussi un reportage qui est passé dessus, un des reportages de Martin Veil, toujours sur le même thème qu'adolescence, mais sur les masculinistes, comme comment être un vrai homme. Avant j'étais moche, j'étais gros, je me suis pris en main, maintenant je prends soin de moi et je suis un vrai homme qui utilise 15 steps de skincare routine, qui mange que d'une certaine façon et qui met que certains habits pour que je me sente vraiment homme, là où en fait tu dis c'est des choses qu'on a tendance à attribuer aux femmes, le fait de prendre soin de soi. Vous avez tendance à dire que les gens qui font ça c'est des femmelettes, mais finalement vous, pour être un vrai homme, vous devez utiliser ces choses là, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses et qui me font énormément peur, parce que j'ai l'impression que encore plus qu'avant, et j'ai l'impression de le répéter régulièrement dans les épisodes, ce côté de la pensée unique. Pour apporter un peu de... Comment dire ? Je vais essayer d'être objective, sans jugement, et essayer d'ouvrir les trucs. Ce n'est pas mon point de vue. Mais il peut arriver qu'un homme soit violent dans une relation, mais qu'il ne soit pas dans une autre relation. Et il y a des gens qui vont te dire c'est à cause de la fille, c'est elle qui l'a provoqué, c'est pour ça qu'il s'est comporté avec elle comme ça, parce que regarde, maintenant il est avec une telle, il se comporte pas comme ça. Comme tout être humain, parfois on fait des introspections, on se rend compte qu'on a eu un comportement qui n'était pas correct, donc on ajuste notre comportement pour la fois d'après. On se dit j'ai mal réagi, je ne veux pas réagir comme ça. Il y a des personnes c'est parce qu'elles ont grandi dans ce genre de milieu, et tu vas répéter malheureusement ce que tu as vu. C'est rien une petite baffe, parce que de toute façon moi j'ai vu mon père en mettre une à ma mère de temps en temps, et puis combien de fois on a entendu, ne serait-ce que dans les communautés afro, si t'as le malheur de dire que tu veux pas taper ton enfant, on te regarde comme un malade, genre mais nous on a pris des coups de ceinture, mais nous on s'est fait tabasser quand on était gamin et on est encore là, tout va bien. Enfin, il y a vraiment un rapport à la violence qui est différent pour chacun, oui, c'est vrai. Là il y a des violences qui sont aussi inscrites dans les rites et les coutumes, notamment l'excision. Là où je trouve aussi qu'il y a un truc qui pour moi commence à être qui commence à devenir presque une coutume, et je mets des guillemets, c'est le viol par exemple comme arme de guerre au Congo, ou comme arme de manière générale, parce que moi la connaissance que j'en avais, c'est que les crimes qui se passent à l'Est, ils violent beaucoup les femmes. On vous l'a dit sur Instagram, je suis partie voir le film Munganga avec ma mère, je pense qu'on a pleuré tout le film avec ma mère, tellement c'est touchant, parce que c'est une réalité qu'on connaît, mais de le voir comme ça, dépeint de la façon dont c'est dépeint, si proche de la réalité, même si ça reste une fiction, ça te prend mais vraiment aux tripes. Et quelques temps après avoir vu ce film, toujours sur mon ami TikTok où je passe beaucoup trop de temps, il y a cette vidéo d'une femme qui était allemande, d'origine congolaise, enfin qui est de nationalité allemande d'origine congolaise, qui est rentrée au Congo et qui a fait une tentative de braquage dans une banque, la Robank à Kinshasa. Oh mon Dieu, avec cette histoire, elle m'a retourné l'estomac.
avec une arme factice, etc. Et pour vous montrer le niveau de violence, et à quel point ça peut être banalisé dans certains endroits et dans certains milieux, c'est qu'ils l'ont arrêté avec ses soi-disant complices, etc. Mais sur les vidéos, en fait, ils ont déshabillé cette femme. La police. On parle de la police. La police, oui, pardon. La police a déshabillé cette femme, baissé son pantalon, machin, etc. Elle avait une arme factice, elle était déjà il l'avait déjà immobilisée. Voilà. Ouais. Désarmée, immobilisée, elle n'était plus un danger pour qui que ce soit. Ils ont donc baissé son pantalon, ils y ont introduit des doigts, ils lui ont introduit des armes, que ce soit de manière vaginale ou de manière anale. Ouais. Ils l'ont exposée presque nue devant tout le monde, au point où à un moment donné, il y a des chefs de la police qui disent « Mais pourquoi vous êtes en train de faire ça ? Rhabillez-la !» Ils l'ont tapée, et ça, c'est la police avec de nombreux témoins autour, et tout le monde trouvait ça normal. Tout le monde trouvait ça normal parce qu'il y avait beaucoup de gens qui filmaient. Et c'était vraiment un rituel de humiliation publique. Comment oses-tu faire une telle chose ? Humiliation publique, viol. Exactement. Et la vidéo a tourné, les machins, etc. Même entre les policiers. Je ne sais pas à quel moment. Je pense qu'il y a une des vidéos que j'ai vues, et là, je me suis dit, là, c'est trop. C'est que tu vois un policier qui est en train de lui mettre des coups et limite en train d'appuyer sa chaussure sur sa tête, et à côté, t'en as un qui est en train de se toucher le pénis, quoi. Oh. Il est en train de se masturber en voyant ça. Et je me dis, à quel point tu es un animal pour que tu vois cette situation, une femme que vous avez arrêtée et tout, juste de voir le corps d'une femme, ça te met dans un état comme ça où tu ne peux même pas te retenir. En fait, moi, c'est ça que je comprends, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens... Nous, on voit ça comme un délit, on voit ça comme un abus, etc. Mais pour beaucoup, c'est un fantasme, le viol. C'est vraiment un fantasme. Oui. C'est-à-dire qu'une femme qui a son mot à dire, qui a le dernier mot sur son corps, ça fait débander des gens, littéralement. Littéralement. Oui, et ça a fait grand bruit parce que finalement, l'ambassade d'Allemagne, le consulat, l'ambassade s'en est mêlé. Finalement, il y a eu deux procès. Ouais. Il y a le procès pour la tentative de braquage qu'elle n'a pas mené à bout et qui n'a pas abouti. On lui a mis des complices où elle dit « Mais moi, je les connais pas, ces mecs, vous êtes en train de nous mélanger dans la sauce, mais on se connaît pas, vous avez fait des enquêtes, vous avez de la police judiciaire et de la police scientifique. Vous voyez bien que si on avait prévu un coup ensemble, on aurait eu des échanges de textos, de quoi au caisse. » Elle dit juste qu'elle a quitté l'Allemagne en se disant « Mes enfants, ils sont dans une galère pas possible, je vais faire un gros coup, je vais revenir et puis me relancer. » Et elle s'est faite attraper. Donc il y a ce procès-là qui se tenait, et en parallèle, il y a le procès des policiers qui l'ont agressée sexuellement. Et tu sais ce qui est requis contre elle ? Ils ont requis la perpétuité de ce peine. Oui, mais je pense qu'elle a été condamnée à perpétuité, je crois. Si je dis pas de bêtises, je pense que son jugement a été fait. Et dans les hommes qui l'ont agressée du côté de la police, il y en a un qui a dit oui, mais moi je sais pas pourquoi je suis mélangée. J'ai juste reçu la vidéo, mais j'ai rien fait avec ça. C'est pour ça que vous l'avez trouvé supprimé dans mon téléphone. J'étais là, mais moi j'ai rien fait. Waouh. Parce qu'on le menaçait d'avoir minimum 10 ans de prison. Waouh. Et donc je pense qu'il y en a 4 qui ont été jugés. Et je crois qu'il y en a un qui pleurait même en disant mais j'ai une femme et un enfant. Bien sûr, il y aura toujours ce discours. Il y aura toujours quelqu'un pour dire mais on va quand même pas gâcher l'avenir de cet homme pour une erreur dans sa vie. Quand même. Oui, et en fait moi ce qui me perturbe aussi énormément, c'est ce côté où certains hommes qui commettent ces actes sont quand même parents de petites filles. Et je sais que ça veut pas tout dire. Mais quand on te fait quelque chose, tu te dis moi j'aimerais pas qu'on fasse ça à mon enfant. Ou j'aimerais pas que tu vois, moi il y a des gens qui se sont comportés d'une certaine façon vis-à-vis de moi, je ferais tout pour que ça n'arrive pas à mon enfant, même si on peut pas tout empêcher. Mais toi en tant qu'homme adulte, tu fais subir ça à une femme, imagine ce que tu ressentirais si un homme faisait ça à ta fille. Mais surtout que ça veut dire que c'est un gros manipulateur, parce que il a aucun respect pour le corps de la femme, clairement, mais quand il est question de se sortir de ses problèmes, et là il va utiliser le fait qu'il ait une famille comme un gage de vertu. Donc on sait qu'en fait c'est sûrement un mauvais père de famille, il en a rien à faire de sa famille, mais il sait que c'est important pour les apparences. Il sait que socialement ça sera mieux accepté.
Et comme l'expression dit, parfois, you're sleeping with your enemy. Ouais. Parce que là, on parle que d'inconnus. Tu vois, là, c'était dans un cadre d'inconnus. Quand on parle des viols qui ont lieu dans l'Est du Congo, ce sont que des inconnus. Enfin, dans beaucoup de situations où le viol est utilisé comme arme de guerre, ce sont des personnes qui sont complètement inconnues. Mais dans le quotidien, il y a beaucoup de femmes qui dorment avec leur ennemi, qui sont amies avec leur ennemi. On peut reciter le procès des viols de Mazan. Ouais. Où en fait le mec droguait sa femme pour permettre à d'autres hommes d'abuser de sa femme. Et il y a même un sujet parce que sa fille aînée pense qu'elle aussi a été victime, droguée, a été victime, tout à fait, et du coup la mère et la fille ne se parlent plus parce que ça crée des tensions, le nombre de personnes qui disent « Ah oui, mais moi j'ai été chez tonton machin, il m'a fait ça, ah mais non, t'es une petite menteuse, pourquoi tu fais ça, il oserait jamais, etc. » Mais on ne parle pas assez du nombre de violences qu'il y a dans le cadre familial. Des petites filles qu'on dit « Ah bah voilà », et même dans les communautés africaines où on a beaucoup tendance à s'aider les uns les autres, où on dit « Ah mais non, mais il y a le cousin du neveu, de l'ami de truc qui cherche un boulot, qui machin, donc du coup il va venir dormir à la maison pendant quelques semaines, le temps qu'il se remette, etc. » Et ben parfois ce sont des personnes que tu invites... Enfin, c'est pas que tu invites parce que c'est pas le bon terme, mais tu fais rentrer un loup dans la bergerie. Tout à fait. Il y avait eu cette vidéo qui avait tourné. Où il y avait une famille qui s'était fait justice comme ça, là, sur un tonton. Ouais. Ouais, je me rappelle de cette vidéo. C'est un tonton qui draguait la jeune fille à peine majeure. Et elle en a parlé à ses parents. Dieu merci, ses parents l'ont cru. Bah, heureusement, parce que combien de fois il y a eu des situations comme ça où tu vas parler à tes parents et limite on va te punir. Et en plus, nous, on parle de nos communautés, mais il y a d'autres communautés où, dans ce genre de situation, c'est toi qui vas être puni. C'est la victime qui va être punie. On arrive à des situations où il y a des crimes d'honneur. On arrive à des situations où on va se dire mais c'est la honte pour la famille que cette fille elle ait été souillée par un homme, au lieu de se dire qu'elle a été victime, et on va la marier à son bourreau en se disant bah voilà, là ça rétablit tout. Pour laver la honte. Ouais. Je pense que c'était en Inde aussi qu'il y avait eu cette jeune femme qui avait été violée, et puis c'est elle qu'on a tuée parce que c'était trop la honte pour la famille. Que c'était mieux perçu d'être l'assassinat seulement. Ouais. Voilà. Et les crimes d'honneur, ça existe dans beaucoup de communautés. Parce que on n'aborde pas le problème de violence que certains hommes peuvent avoir. Et je pense certainement qu'il y en a certains, ce sont de grands malades et qui ne veulent pas se faire soigner. Et c'est ça qui est très difficile, parce que tu peux pas forcer quelqu'un à se faire soigner. Ouais. Mais il y avait eu cette histoire où sur 20 ans, c'est un homme qui est rentré, qui sortait de prison, mais dès qu'il sortait de prison, le premier truc qu'il faisait, c'était violer quelqu'un. Ouais. Tu dis, mais... Et en plus, tu sors, tu refais ça, et c'est de pire en pire. Parce qu'à chaque fois que tu sors, tu te dis, mais là, je vais faire une dinguerie parce que je sais que je vais retourner en prison, et puis voilà, quoi. C'est tout. Non, mais parfois, la personne ne pense même pas au fait de retourner en prison. Elle se dit, j'ai besoin d'un petit 4 heures. Et tu vois, la personne ressort, et c'est quand même extrêmement violent. Et quand on nous dit que nous, on abuse, qu'on voit le mal partout, je rappelle quand même les chiffres. Nous sommes en fin novembre 2025. Au moment où vous allez écouter l'épisode, ce sera toujours fin novembre 2025. Mais je peux vous garantir qu'entre le moment où on a enregistré et le moment où cet épisode va sortir, on va encore entendre qu'il y a eu des féminicides. Parce que c'est quand même un féminicide tous les un peu plus de 2 jours. 2 jours, c'est rien dans une vie. On n'a quasiment pas de répit, en fait. Dès le nouvel an, on dit bonne année, et première info qu'on a, une femme est morte. C'est toujours comme ça le 1er janvier de l'année. Non, mais pour vous raconter... Et en plus, le vice de certaines personnes qui le font devant les enfants. Parce qu'on parle des femmes qui sont tuées, mais ça laisse de nombreux orphelins. De nombreux orphelins. Parce que soit le père, après, il va en prison, donc à vie, on le reverra plus. Soit le père se donne la mort. Et donc ça encore... C'est encore d'une autre violence, parce que tu laisses les enfants avec le deuil et devoir gérer le traumatisme de tout ça. Ouais, double peine. Le double deuil. J'avais écouté une émission d'une femme, enfin cette jeune femme, elle se bat contre l'obligation de... je sais plus comment on appelle ça, mais c'est que grosso modo la loi française dit que si tes parents ne sont plus... ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins,
en tant qu'enfant, tu es obligé de prendre en charge tes parents. Et elle, son père et sa mère ont divorcé. Son père s'est mis avec une autre femme. Avec cette autre femme qui avait une fille à peu près le même âge qu'elle, il a eu un enfant qui est donc la petite sœur de ces 2 filles. Et donc, lui et cette autre femme se sont séparés. Lui, il a juste dit à sa fille, je vais venir te prendre ce week-end, on s'est séparés avec une telle, voilà, je vais venir te voir ce week-end, ça va rien changer, ta relation entre toi et moi. Sauf que le père n'est jamais venu ce week-end-là parce qu'il a été en prison. Et en fouillant, elle a découvert qu'en fait son père avait eu des attouchements sur sa belle-fille et que là, il était entré en prison. Mon Dieu. Et qu'il a essayé de rentrer en contact avec elle parce qu'il avait besoin d'elle. Il faut surtout pas que tu crois tout ce qu'on dit sur moi, c'est pas vrai, c'est machin. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on va vous mettre dans l'épisode pour que vous... des liens de choses à écouter. Et elle est en train de se battre contre cette obligation alimentaire, je crois que ça s'appelle, vis-à-vis de son père. Parce que son père est sorti de prison, de machin. Mais comme elle, c'est un débat qu'elle... C'est un combat qu'elle mène et qu'elle a été à l'Assemblée, qu'elle en parle publiquement et que son nom est un peu connu. Notamment le fait qu'elle ait voulu changer son nom en se disant je ne veux plus avoir rien à voir avec cet homme-là, et qu'on lui dise non, c'est pas nécessaire, pour pouvoir changer de nom il faut ci, ça. Tu vois, c'est des combats qui en découlent, et en fait tu vois les lois et tu te dis mais comment cette loi a pu être écrite et comment cette loi peut continuer de fonctionner, parce que ce n'est pas possible, ça n'existe pas en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Et tout ça, ce sont, pour moi, toutes les choses qu'on a évoquées dans cet épisode, ça rentre dans le cadre de violences faites aux femmes. Quand vous entendez des violences, ne pensez pas tout de suite au fait qu'on vous a mis une petite gifle, qu'on vous a mis... Il n'y a même pas de petite gifle, d'ailleurs. Oui, déjà, qu'on vous ait mis une gifle, qu'on vous ait poussé, qu'on vous ait dit ce soir tu manges pas, que pendant une dispute vous êtes au volant, vous êtes en voiture, on s'arrête, on vous met sur le bas-côté et on continue, qu'on vous force à avoir un rapport sexuel alors que vous ne voulez pas avoir de rapport sexuel. En fait, c'est comme si je le vois vraiment comme un truc où, à partir du moment où tu déconstruis ça, c'est comme si on t'enlevait tes lunettes roses et tu te rends compte dans ton quotidien, en fait, de tous les différents paliers de violence que tu peux subir. Parce que là, tu viens de me faire réaliser aussi un autre truc. C'était vraiment un témoignage qui m'avait mis les larmes aux yeux. Tu sais, quand t'as les larmes de rage, une femme qui expliquait qu'elle souffre d'endométriose depuis plus de 10 ans. Et elle dit que depuis qu'on a diagnostiqué, qu'elle a eu son diagnostic, qu'on lui a expliqué que, parce que l'endométriose, c'est une chose d'être diagnostiqué, mais il n'y a pas de cure. Donc, être diagnostiqué, ça met un mot sur ta peine, mais il n'y a pas de cure. Elle expliquait qu'elle voulait faire une hystérectomie. Depuis, ça fait 10 ans qu'elle fait un parcours du combattant pour pouvoir faire une hystérectomie, parce que tout le corps médical est sans appel et lui dit « Tu es une femme, on ne va pas t'enlever ton appareil reproductif parce que on sait pas, t'en auras peut-être besoin un jour, peut-être que tu vas rencontrer un homme et il va te faire changer d'avis sur le fait d'avoir une famille. C'est quand même super important de fonder une famille, tu ne trouves pas ? Et la dame, elle dit, mais en fait, moi, j'ai des douleurs qui sont tellement handicapantes que j'ai envie de me suicider quand j'ai mal. Laissez-moi enlever mon putain d'utérus. Elle ne peut pas. Quand je te dis que j'ai écouté son discours, j'avais envie de me claquer la tête. Je me suis dit, c'est tellement un truc où vous pouvez pas me faire croire que si les hommes avaient ce genre de problème, il n'y aurait pas déjà un remède, de 1, et ils n'auraient pas entièrement le droit de retirer quoi que ce soit quand ils en ont envie. Je suis sûre et certaine, et après je ne mets pas ma main à couper, mais je suis quand même quasi sûre que pour faire une vasectomie, t'es assez serein, tu vois. Tu le fais pas, t'es tranquille. Mais c'est réversible. En plus, c'est réversible. Ça peut être réversible. Mais franchement, c'est le truc qui m'a tellement dépassée où je me dis, mais sur tous les niveaux de ton parcours de vie en tant que femme, à partir du moment où t'es dans l'utérus, t'es déjà en danger. Parce que dès qu'on sait que ce que t'as entre les jambes, c'est pas le truc de l'homme, t'es déjà en danger dans certaines parties de ce monde. Et tu vas tout le temps regarder chaque aspect de ta vie et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de violences comme ça que tu subis, c'est juste parce que t'as un utérus. Et même cet utérus, on te laisse pas l'enlever. Donc, vous voulez quoi de nous, juste ? C'est vraiment ma question, en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait aussi cet épisode, parce que quand on parle de... Enfin, on va redire encore quelque chose qu'on a dit, mais les violences faites aux femmes, elles sont dans tellement de sphères différentes les unes des autres, que c'est facile de voir
ce qui est très très flagrant et évident, vous voyez une femme avec un cocard, vous vous dites ah oui mais ça c'est de la violence tout à fait, mais parfois il y a des femmes ça ne se voit pas. C'est plus interne. On a plein d'exemples qui ont été médiatisés récemment. La danseuse Jenny, j'ai oublié son nom de famille. Ah oui, je me rappelle plus de son nom, mais celle qui est capitaine pour Fali là. Ouais. J'ai oublié son nom. Oui, voilà. Il y a eu une affaire, il y a eu son affaire avec son ancien compagnon qui a fait grand bruit, notamment dans la communauté congolaise. Juste pour vous dire, parce que c'est la communauté qu'on connaît le mieux, puisque c'est celle dans laquelle on a évolué et dans laquelle on grandit, c'est que parfois une femme va se faire frapper par son mari et on va lui dire oui, mais ça va lui remettre les idées en place. Mais pourquoi lui l'a tapé, c'est sûrement elle qui l'a cherché. Enfin, c'est rare qu'on fasse une réunion sur la tête d'un homme qui frappe une femme. On va plutôt prendre... Les femmes vont s'unir, comme disait Ndaya tout à l'heure, les petites mains du patriarcat, elles vont s'asseoir avec les autres femmes et dire « Oui, mais regarde, tu vois, quand tu parles comme ça à ton mari, tu sais que c'est un mec un peu colérique, tu sais que quand il rentre du travail, il faut pas lui mettre tel problème. Alors pourquoi tu l'aborder comme ça. Voilà. Mais en plus, tu sais, ça me fait penser à un débat que j'avais eu une fois assez houleux, parce que je vis ici avec un gars, c'est un politicien, mon mari. Des fois, je suis fatiguée des débats. On parlait du fait qu'il fut une époque au Congo, je pense que c'était sous Mobutu, où en fait pour remettre en place un certain civisme dans les rues, et dès que tu faisais une infraction, les agents de la police te mettaient des coups de bâton ou coups de ceinture. Et moi je lui disais, je suis désolée, mais pour moi ça c'est une violence coloniale. Il y a que une nation qui a subi l'esclavage et la présence du colon de cette manière qui peut considérer que l'éducation c'est la violence. Pour moi, c'est pas normal. Et on est parti dans un grand débat. Mais non, tu peux pas dire ça, machin. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui regrettent l'époque de Mobutu, qui vont dire oui, le pays était plus radieux, etc. Oui, alors se faire fouetter en public, c'est pas drôle. Mais les gens marchaient droit à cette époque. Je me dis, oui, bien entendu, si tu vis sous une dictature, si tu vis dans un pays totalitaire, bien sûr que tu vas marcher droit. Est-ce que ça veut dire forcément que le pays allait dans une bonne direction? Bref, tout ça pour dire que la perception qu'on a de la violence, elle est vraiment biaisée en fait selon où est-ce que t'es. Et moi, j'oublierai jamais, franchement, ça m'énerve même d'y repenser, mais j'oublierai jamais à l'époque où Fally Ipupa il sort l'album Droit Chemin. Il fait une interview et je sais plus c'est quel intervieweur congolais, mais bon, les Congolaises qui suivent les interviews des Congolais, vous reconnaîtrez la personne et vous me donnerez son nom. C'est une personne, ses interviews, c'est juste this or that. Elle te dit juste, tu choisis truc ou tu choisis truc. Et t'es obligé de répondre. Il n'y a pas de « Ah, je suis pas sûre, machin, machin ». Et donc, le gars, il pose littéralement comme question à Fally pour taper sa femme ou ne pas taper sa femme. Et il dit, mais je te jure, Néné, Fally, il dit, bah oui, mais si elle sort du droit chemin, bon, de temps en temps. Et puis les deux ricanent. Et les deux ricanent, Néné. Et en fait, c'est là que j'ai compris, j'ai dit, en fait, nous, dans notre éducation, la violence, c'est un jeu. On voit ça comme rien du tout. Et quand tu parlais des gens qui vont intervenir dans un couple quand il y a un problème, en tout cas, moi, j'ai parlé de la communauté congolaise parce que je veux pas faire un truc de nous, les Noirs, mais de ce que j'ai vu dans la communauté congolaise, quand les gens, hommes et femmes, main dans la main, interviennent dans un cas de violence de couple, c'est quand le gars, il a trop tapé. Parce qu'il y a une notion de trop taper chez nous. Il n'y a pas une notion de... Quand ça commence à être visible à l'extérieur. Il n'y a pas une notion de « Ah ouais, tu tapes ta femme, c'est pas bien ». C'est vraiment le truc de « Ouais, mais regarde là, regarde son beau visage. Là, son œil est violet. Tout le monde va savoir. Tu peux pas la taper comme ça. Ok, des fois, elle fait des choses pas bien, etc. Il faut la corriger, machin. » Donc, c'est vraiment ce truc que je voulais relever. En fait, je me suis rappelé de ça. Et quand tu me parles de la chorégraphe qui s'est fait taper, justement, elle avait publié des photos et tout, des cocards qu'elle avait eu de son gars, etc. Et la question des Congolais, c'était « Oui, mais qu'est-ce qu'elle a dit ?» Comment ça, qu'est-ce qu'elle a dit ? Même si elle a dit « la touche de ta mère, de ta grand-mère, de trucs. » Qu'est-ce qui justifie ça ? Tu vois, c'est vraiment le truc où ça me dépasse toujours. Il y a toujours cette question de « Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait ?
Ben non, en fait, on part tous du principe qu'on est des êtres humains avec un certain sens de civisme, avec un contrôle aussi, un self-control. Et du coup, même si quelqu'un te pousse dans tes retranchements, tu peux pas tabasser une personne comme si ton métier, c'était boxeur, en fait. Et il n'y a pas eu que elle. Hein. Il y a eu aussi l'autre chanteur, là, Mike Kalamba, il a été accusé de battre sa femme. Et elle a montré des photos où elle avait des hématomes, etc., à cause de coups de ceinture. Corriger sa femme à coups de ceinture. Et il y a quand même des gens qui se disent jusqu'à aujourd'hui, vous n'allez pas boycotter notre chanteur homme de Dieu, Mike Kalamba, c'est le meilleur, on ne peut pas dire ça de lui, etc. Il a corrigé sa femme, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur couple. Voilà la culture dans laquelle on baigne. Ouais, et en fait, quand tu dis ça, je vais faire une comparaison et je ne tiens pas à dire que c'est la même chose, mais tu sais, c'est comme si tu prends 200 € à une personne qui est pauvre et que tu prends 200 € à une personne qui est richissime et que les deux te réclament cet argent. Mais que j'en ai rien à faire, moi, que sur mon compte, j'ai des millions, etc. Tu m'as dit, tu peux me passer 200 €, je te rends. Voilà. Bah, tu me rends, en fait. Rends-moi mes sous. De quoi je me mêle, mon argent tu n'as pas, peu importe le montant que j'ai sur mon compte, que ce soit 50 €, que ce soit moins 300 € ou que ce soit 10 000, 15 000, 1 million d'euros. C'est mon argent. Rends-moi mon argent. Voilà. Rends-moi mon argent, c'est mon argent. De la même façon que mon intégrité physique, elle est à moi. Comment toi tu viens détériorer mon intégrité physique parce que toi t'as décidé que oh non, cette fille-là, elle m'avait plu, elle m'avait pas répondu, j'ai le droit d'aller l'embrasser, j'ai le droit d'entrer dans son espace personnel. Oh, elle m'a répondu, elle m'a regardé comme ça, j'ai pas aimé, parce que moi d'ailleurs au travail on m'avait saoulée, et en plus quand je rentre à la maison, au lieu qu'on me traite comme le roi que je suis censée être, on va me dire, jamais de la vie. Non mais en plus... Mais je rigole vraiment, mais je rigole de désarroi. Comprenez ma souffrance. Parce que je me dis vraiment, c'est une double peine que tu aies déjà dû subir ça et tu cherches la force et le courage d'aller chercher de l'aide chez d'autres personnes et on te dit ça, mais c'est horrible. Et à chaque fois, c'est comme ça. Il y a toujours ces histoires de... Toutes ces choses se passent et on dit, on va pas s'en mêler, on va pas s'en mêler. Non mais attends, on va pas se mêler de tout ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Puis la personne meurt et on se dit, oh, putain, mais on aurait dû faire un truc, mais qu'est-ce qui nous a pris ? Ah, mais comment ça a pu arriver ? C'est scandaleux. Ben, ça arrivait comme ça, en fait. Voilà. Et même en tant que parent, tu vois ton fils qui se comporte mal. Enfin, pourquoi tu lui tires pas les oreilles ? Même si c'est un adulte qui est marié, qui a ses factures ou quoi que ce soit. Moi, je suis désolée, j'ai grandi dans une maison où on m'a dit tu peux même être 10 km au-dessus de ma tête, tu seras toujours né après moi. Donc, s'il faut que je te tire les oreilles, je vais te tirer les oreilles. Donc, tu peux être grand comme tu veux, tu peux avoir accompli ce que tu veux dans cette maison. Ouais. Et peu importe. Tu vois, et c'est vraiment le concept de chacun a sa notion de la honte. Parce que moi, tu me dis que mon enfant, il est parti se marier et tape l'enfant des gens. Mais c'est la honte sur moi, c'est une honte de honte. Alors qu'il y a des gens, ils vont se dire, bah non, moi mon enfant, on est parti, on a marié quelqu'un, etc. Et il la tape et tout va bien, tu vois. Moi je dors bien, tranquille sur mon oreiller, tout, je suis tranquille. C'est elle qui l'a cherché parce que moi, l'enfant que j'ai éduqué, il peut pas faire quelque chose comme ça. C'est scandaleux. Et ce côté de l'enfant qui m'a éduqué. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on peut connaître les gens aussi bien qu'on pense les connaître. On les connaîtra jamais autant qu'eux-mêmes. Yes. Il n'y a pas moyen où on va te dire que lui il a fait ça. Tu dis quoi ? Lui il a fait ça. C'est pas possible parce que la personne que je connais ne ferait jamais quelque chose comme ça. Mais on connaît jamais les gens à 100%. Même la personne avec qui t'as dormi toute ta vie depuis que tu es né, l'ami d'enfance. Chacun a sa part d'ombre. Et il y a des parts d'ombre qui sont beaucoup plus intenses que des autres. Il y en a, leur part d'ombre, c'est que quand ils vont au supermarché, les chewing-gums là, qu'il y a à la caisse, ils piquent un paquet à chaque fois. Ça leur donne un peu d'adrénaline. Il y a d'autres personnes, leur part d'ombre, c'est d'aller prendre de la drogue, prendre du poppers, prendre de la coke, prendre de l'herbe. Et après, t'as des gens, c'est Dexter. Voilà. Il y a des gens, c'est Dexter. Il y a des gens, c'est les clubs échangistes. Il y a des gens que ça sera manger leur crotte de nez. Chacun a sa part d'ombre, en fait. On saura jamais. On saura jamais en fait, jusqu'au moment... Moi, c'est vraiment le côté de... Je peux pas comprendre qu'il y a encore des gens qui sont surpris quand on leur sort des choses comme ça sur quelqu'un de leur entourage ou un artiste qu'ils ont aimé ou quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas assez regardé New York Unité Spéciale. New York Unité Spéciale, c'est du téléputique. C'est à la télé depuis 25 ans. C'est gratuit. Cette série, elle est gratuite pour le coup. Il n'y a pas un pays dans ce monde où tu peux pas l'avoir gratuitement.
Et même, des fois, tu regardes le journal, on te dit, il y a eu tel meurtre en Meurthe-et-Moselle ou je sais pas quoi. Et première chose qu'ils font, les journalistes, ils interrogent les voisins. Oh, j'aurais jamais cru, hein, c'était vraiment un voisin adorable, participait à toutes les kermesses, était toujours très avenant. C'est toujours ça. Il y a toujours je suis surprise, le voisinage ne savait pas. Ben oui. Quand ils ont retrouvé là dans une maison, je sais plus où, dans quel côté de la France, 2 jeunes filles qui sont séquestrées depuis 15 ans. 15 ans. Oh, mon Dieu. Séquestrées dans cette maison. Oh mon Dieu. J'ai juste quelqu'un qui a remarqué un truc de... Oh non, il y avait un léger truc, donc on a appelé la police et puis finalement on a découvert ces filles, mais on les a jamais vues. 15 ans. Je sais plus, peut-être que c'était plus, peut-être que c'était moins. Mais ça arrive tout le temps. C'est horrible, ouais. Ça arrive tout le temps. Là, il y a un rappeur américain, on a retrouvé le corps d'une jeune fille, soi-disant sa petite copine. Donc le mec a une vingtaine d'années, la jeune fille a 15-16 ans. Ils ont retrouvé son corps sur sa voiture, qu'il l'aurait prêté à quelqu'un. La voiture était sur un parking. Les gens ont appelé en disant cette voiture, elle dégage une odeur, c'est pas normal. Wow. Ils sont venus, ils ont ouvert le coffre, ils ont découvert le corps de cette jeune fille. Ils ont dit mais non, ils sortaient pas ensemble parce qu'en plus elle était mineure, blablabla. Bref, ouais. Il y a des captures d'écran de Snapchat qui montrent qu'en fait, effectivement, ils sortaient ensemble. Sauf que, et pour vous dire la noirceur de ce monde, et que vous pouvez pas savoir, c'est que la police scientifique ne pourra pas authentifier la mort de cette jeune fille. Pourquoi ? Parce qu'avant d'être coupée en petits morceaux, on l'a mise dans un congélateur. Avant de la mettre dans le coffre. Donc ça a altéré toute sa composition corporelle, donc on ne peut pas donner de cause de mort. Tu imagines le sang-froid qu'il faut avoir ? Le sang-froid qu'il faut avoir pour couper un corps ? Non mais franchement, ça me fait tellement peur. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, des fois tu regardes juste les infos, tu regardes juste le circuit d'infos là, de la semaine. T'as pas besoin de true crime, t'as pas besoin de regarder une série. Enfin, t'as eu ta dose d'horreur en fait. T'as eu ta dose d'horreur, vraiment. T'as pas besoin. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, je pense qu'on a assez donné d'exemples. On vous a assez dégoûté. On a assez dit des choses de ce monde. Mais sachez juste que demain, là, si je commence à avoir une attitude, vraiment, je commence à me comporter comme la dernière des putes, vous allez subir. Vous allez subir. si ça peut être vraiment votre appel à vous sentir complètement libre. Et quand je dis pute, c'est vraiment une blague, hein, parce que j'ai compris que c'est vraiment l'insulte ultime qu'on aime donner aux femmes, mais ça veut rien dire en soi. C'est juste agir comme quelqu'un qui est libre. D'un coup, on va te dire ça. On va te dire, ouais, t'es pas une bonne épouse, t'es pas une bonne mère, t'es pas ceci. Sachez-le. Je vais vraiment m'approprier cette étiquette. Vive les putes. Non, mais c'est vraiment compliqué. Dans ce monde, même si tu veux rester positive, même si tu veux te dire tout le monde n'est pas pareil, tout ce que je lis, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, sans même que ça vienne à moi, je vous ai dit à un moment donné, mon feed, c'était que de parler des féminicides, de violence. On a découvert un corps ici, on a découvert ceci, telle personne s'est faite violer, telle personne a été tuée, tel machin, et tu vois que ça sans même avoir cherché ça. Mais t'as pas besoin de chercher trop longtemps pour avoir ces informations-là. Ouais. Moi qui suis méfiante de base, je suis plus que méfiante. Mais tu te rappelles l'autre connard en France qui avait tué sa meuf et partout aux infos on le voyait en train de pleurer à chaque fois. Il allait pleurer. En train de dire en direct partout, trouvez ma copine, alors que c'était lui qui l'avait tuée. Oh my gosh. Le vice. Ouais. L'être humain est vicieux. S'il y a vraiment une leçon qui est à tirer de ça, l'être humain est vicieux. Et si vous pensez connaître les gens, oubliez. Vous ne connaissez jamais vraiment les gens. Mais il y a des gens, eux-mêmes, ils se connaissent même pas encore. Ils sont encore en train de se chercher. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous connaissez quelqu'un d'autre ? Non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, en tout cas, franchement... Voilà. Bon, je trouve ça même presque un peu inapproprié de te demander ce qui te rend heureuse en ce moment, parce que vraiment... Il y a quand même un truc, hein. Il y a quand même un truc qui m'a rendue heureuse, je vais le mettre dans les recommandations. Tu connais le Terrell Show, mais bon, pour les auditrices qui ne connaissent pas le Terrell Show, c'est un show afro-américain qui est sur YouTube. Et c'est un chanteur, comédien, en fait, qui a sa chaîne YouTube où il invite des artistes. Il invite des chanteurs qui savent chanter, c'est ça qu'il dit. Et là récemment il a invité Summer Walker et c'était juste
trop drôle. Déjà de 1, elle chante tellement bien, c'était trop agréable de la voir dans ce cadre, parce que c'est une nana super introvertie, elle fait pas trop d'interviews, etc. Et c'était agréable de la voir être vraiment elle-même. En fait, c'est vraiment ce que j'en ai retiré, en fait, c'est que je trouve ça trop agréable quand tu vois des femmes être pleinement ce qu'elles sont, où en gros elle faisait dans son passage, elle parle de son album, elle parle de ses peines de cœur, etc. Et elle disait en gros de toute façon, que je parle de moi ou pas, je sais que sur internet on va parler de ma vie de couple, on va dire que voilà, ma vie amoureuse elle est catastrophique, que je suis une baby mama, que je suis ceci, et elle a dit donc moi je vais en parler en toute transparence, je vais parler de ce qui va et de ce qui ne va pas, je vais parler de mes comme les Anglais disent, trials and tribulations. Et elle dit, et c'est moi en fait. Donc vous allez pas me projeter votre honte ou peu importe ce que vous ressentez quand vous voyez ma vie. Moi, je vais en parler comme je l'entends. Et c'était vraiment un bon moment. Bien sûr. Ouais, c'était un bon moment, ça m'a fait plaisir. Et la chanson, tu connais sa chanson Heart of a Woman? Oh. Oui. Only thing that's saving you. Bref, quand j'écoute ça, je me dis non. En fait, Summer Walker, non, elle est trop talentueuse. Je l'aime trop. Donc, je vais mettre le lien de cet épisode. Donc, Néné, je sais pas si je te pose la question, s'il y a quelque chose qui arrive à te donner un petit bout de soleil dans ta vie, quelque chose. Il y a une chose. On va rester sur le même thème, un thème musical, parce que le fait que tu en aies parlé, ça m'a fait penser à une autre chose qui est vraiment bien. Thames a sorti un EP qui s'appelle Love is a Kingdom. Je savais pas. Incroyable. C'est 7 ou 9 chansons, si je dis pas de bêtises. Ça s'écoute comme du petit lait. J'ai un gros crush. J'ai un gros crush sur la chanson Big Daddy et Lagos Love. C'est les 2 premières qu'elle a clippées aussi. Mais et j'aime beaucoup Mine aussi. Bref, j'aime toutes les chansons. Thames, quoi. En vrai, je vais pas mentir. Elle a fait du J'aime Thames. toutes les chansons. J'ai trop hâte. Elle a fait du Thames. En fait, tu reconnais sa voix, mais je trouve que je sais pas. J'ai pas une oreille musicale comme toi, et on pourra en reparler quand tu auras écouté. Mais je trouve que ça montre un autre aspect de ce qu'elle est capable de faire. Mais bon, bref, ça m'a redonné envie de réécouter. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis monomaniaque sur la musique, j'écoute tout le temps les mêmes chansons, les mêmes artistes. J'ai beaucoup de mal avec la nouveauté, et Thames, ça fait partie de mes artistes préférés depuis quelques années, et elle continue d'être une de mes artistes préférées. Enfin, on me dit tout le temps, mais pourquoi t'aimes autant cette femme? J'ai dit, je sais pas, sa voix. Ça va pas ou quoi? En fait, non mais vraiment, elle m'envoûte cette femme. Mais grave. C'est vraiment... Et je sais pas, sa voix me touche particulièrement. En tout cas, elle fait partie de ces artistes qui, je pense, dont je ne me lasserai jamais. Et cette EP est vraiment très 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 bien. C'est vraiment un petit bisou et un peu de douceur dans ce monde un petit peu noir. Excellent. Voilà, donc c'est pour rester là-dessus. Sur le thème musical, du coup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on est un petit peu trop radical? Est-ce on se permet trop de juger? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec nous? Est-ce que vous pensez qu'on a mené cette discussion dans la bienveillance? On est prête à échanger avec vous sur le sujet. On essaie toujours de l'aborder avec le plus d'ouverture d'esprit possible. Mais on peut aussi parfois faire des erreurs, on est humaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tout ça, et ce qu'on va continuer de faire, c'est relever des problèmes propres aux femmes, relever des choses qui nous paraissent évidentes mais qui finalement ne le sont pas aux yeux de la société. Comme j'en parlais avec une collègue cette semaine, les combats féministes, on a toujours l'impression qu'on avance, mais c'est comme des poupées russes, tu ouvres et il y en a toujours une à l'intérieur. Tu découvres toujours quelque chose. Donc ça en fait partie. Malheureusement, la violence fait partie de notre quotidien. Pour l'avoir vécu d'un peu trop près, un féminicide, pour celles qui lisent la newsletter depuis quelque temps, vous savez j'ai une personne qui a été victime d'un féminicide, et c'est vrai que c'est pas évident. Ce n'est pas mon histoire, c'est pas à moi de la raconter, mais c'est vrai que quand on a l'impression que ça arrive loin et que ça arrive à côté, on se rend compte que c'est finalement presque plus ça arrive plus souvent que ce qu'on l'imagine, et plus facilement, je mets vraiment des gros guillemets,
qu'on l'imagine. Ça arrive très vite en fait. Donc on va vous dire encore une fois de prendre soin de vous, mais réellement, de ne pas vous isoler. Si cet épisode peut permettre à certaines d'entre vous d'ouvrir les yeux, ça sera tant mieux et ça sera notre plus grande réussite et une de nos plus grandes fiertés. Faites attention aux signes. Parce qu'on l'a commencé léger sur cette histoire qui tourne un peu sur tous les réseaux, The Danish Deception. C'est très entertaining, comme ils aiment bien dire les Anglais. C'est marrant, on peut donner des points de vue, etc. Mais ça montre un problème qui nous paraît beaucoup plus grand que juste elle s'est fait escroquer de l'argent. Voilà, donc vraiment, prenez soin de vous, prenez soin les unes des autres. Ne lâchez pas. Et même si on ne se mêle pas des affaires des gens qui se sont vus nus, il y a toujours un moment où il faut être capable d'intervenir. On refuse qu'on soit toujours les victimes. C'est trop facile. On est trop souvent des victimes. Et ça va beaucoup trop vite. Et on veut pas que ça continue. On veut faire en sorte que ça s'arrête. Et on va continuer de bousculer un petit peu les plafonds de verre et de continuer de parler de choses qui ne sont pas OK. Pour amener une réflexion. Si vous êtes maman de petits garçons, peut-être que ça vous, de jeunes hommes, parce que pas forcément petits, mais de jeunes hommes, peut-être que ça va vous permettre d'avoir ces conversations-là avec vous, peut-être que ça va vous permettre de vous check et vous dire c'est vrai que moi j'ai remarqué telle chose, je devrais peut-être faire attention. Si vous êtes maman de jeunes filles, ça va aussi peut-être vous permettre de parler de ça avec elles et d'être toujours cet espace où on peut venir vous confier. Si vous avez des neveux, des nièces, des enfants d'amis, des amis, etc. Ce qu'on veut absolument, c'est qu'on soit le safe space les unes des autres pour justement s'entraider, et c'est comme ça qu'on sera plus forte et qu'on va pouvoir continuer d'avancer. Donc si vous voulez partager avec nous en anonyme, vous pouvez nous écrire sur Not Gonna Lie, vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram, sur Twitter, et bien évidemment si votre histoire est très très longue et que vous sentez de la partager, et si vous voulez qu'on la partage avec d'autres personnes, vous pouvez nous envoyer un petit email. On restera bien évidemment sans jugement. Tout le monde peut se retrouver dans ce genre de situation. Ça arrive à tout le monde de façon plus ou moins grave. Et on n'est pas là pour juger. Voilà. Merci encore de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye yo.